مرحبا بكم في قناة اللجنة الأولمبية المغربية. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne du Comité national olympique marocain. Encore une visioconférence dédiée bien sûr au mouvement sportif sur l'impact du Covid-19 et quelles sont les mesures pour une reprise en toute sécurité de nos activités sportives. Pour aborder ce sujet et vous donner beaucoup de conseils, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau, si je puis dire, virtuel, des spécialistes et des professionnels du médical. Je commence par Dr Dormi Amin, qui est spécialiste en physiologie et en pathologie du sport. Il est également responsable du pôle médical du club, le FUS. Marhaba bik, c'est Amin. Alain Hussein, je souhaite la bienvenue à tous les spectateurs. On espère être explicite et qu'on soit, كما كيقولوا ضياف خفاف على الناس. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Nous avons aussi en direct du Qatar, Dr Karim Khaladi, qui est un psychologue du sport et clinicien à Aspetar. C'est Karim, marhaba bik. Assalamu alaikum. Nous avons avec nous aussi Smaïl Alaoui Bouskraoui, qui est spécialiste en kinésithérapie du sport et de la performance. Il est aussi chargé du suivi médical des sportifs au sein du Comité national olympique marocain. Marhaba bik, si Smaïl. Merci Si Hassan pour la présentation. Merci Si Hassan. Alors, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Moi, je vais droit au but. Brièvement, quel est l'impact de ce confinement et de ce Covid-19 et surtout, quels sont les conseils et quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre pour une reprise sans risque et sans blessure. Peut-être puisqu'on est dans une approche médicale, je vais commencer par Dr Amin Dormi. Dr Amin, à toi la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, si j'ai à parler du confinement maintenant, ça fait maintenant une trêve assez inhabituelle qui a duré au-delà de 3 mois maintenant. Et donc, elle a eu un impact assez important sur nos sportifs. Donc, j'essaierai maintenant de partager la slide. Voilà. Voilà, donc alors, il y a eu confinement et confinement tout d'abord. Votre slide, Dr Amin. Oui. Dr Amin, en attendant votre slide, quel est d'une façon globale l'impact sur, je dirais, la santé, sur les sportifs qui ont été confinés? Vous savez que le sportif, il a un corps particulier qui est adapté, qui est conditionné par l'exercice physique. Maintenant, l'arrêt implique un déconditionnement de tous les composantes du corps. On parlera du déconditionnement cardiaque, du déconditionnement respiratoire, du conditionnement musculaire, auto-articulaire et enfin un déconditionnement psychologique très important. Donc tout ça nécessite une reprise assez prudente et avec des règles bien définies pour pouvoir retrouver le niveau d'avant. Et aussi, n'oublions pas le Covid-19, qui est une pathologie pour laquelle il faut prendre plusieurs précautions. Donc ces deux composantes font que la reprise doit être vraiment particulière et assez bien négociée. Alors, parlons de l'impact. Vous avez parlé de l'impact, par exemple, cardiovasculaire. Alors, déjà pour vous parler, je peux dire qu'il y a confinement et confinement. Nous avons des athlètes qui ont eu des confinements à domicile avec des petits appartements où ils n'avaient pas beaucoup de moyens de s'entraîner. Et puis aussi, nous avons d'autres athlètes qui ont eu les moyens des jardins, des petites salles de sport aménagées et tout. Donc, ça diffère. Il y a plusieurs types de déconditionnement et les corps ne se sont pas modifiés de la même manière. Donc là, si vous voyez bien, nous avons 4 axes importants. Le déconditionnement musculaire, articulaire, respiratoire et puis le déconditionnement psychologique sur l'individu et sur le groupe en entier. Alors, on commence par l'appareil musculaire. Vous savez très bien, ça a été développé par plusieurs experts. Moi, je vais juste relater ça rapidement pour faire une assise, pour pouvoir étayer les méthodes de confinement. Alors, il y a une de la synthèse protéique et une baisse du stock de glycogène dans le muscle. Donc, la masse musculaire diminue. En plus de ça,
nous avons les propriétés du muscle eux-mêmes qui, au-delà de la masse musculaire, qui se modifient. Nous avons la force maximale qui diminue de 7 à 12% entre 4 et 8 semaines. Nous avons une baisse de la vitesse aussi, donc de 8 à 16% en 4 semaines, ce qui nous les expose à une fréquence accrue de lésions musculaires lors d'une reprise brutale, à type de claquage, de déchirure, de pubalgie. Nous avons aussi un déconditionnement articulaire, c'est-à-dire que nous aurons les propriétés tendineuses élastiques du tendon qui vont se modifier. Nous avons aussi une baisse de la protection musculaire des articulations. Vous savez que normalement, nous testons, nous savons que pour une articulation, ce sont les muscles qui la protègent, les fléchisseurs, les extenseurs, les rotateurs, etc. Et cette force musculaire la protège. Maintenant, quand on a une baisse de la fonction musculaire, de la masse et des propriétés, et aussi une modification de tout ce qui est tendineux, ça nous donne expose à une fréquence accrue des lésions ligamentaires, à type d'entorse, bénigne grave, du genou, des chevilles, articulations porteuses, et ainsi de suite. D'où l'intérêt d'un contrôle médical strict pour une évaluation des risques de la reprise pour l'appareil locomoteur. Bien sûr, on arrive au corps et à l'appareil respiratoire. Comme vous savez, un arrêt au-delà de 2 semaines expose à une baisse de 4 à 5% de la VO2 max. Sur 8 semaines, ça peut aller jusqu'à moins 20% de la VO2 max. Quand on sait que nous, on est arrêté pendant 3 mois. L'endurance cardiovasculaire aussi, nous avons moins 20% de l'endurance cardiovasculaire. Ceci est dû spécialement à la baisse du débit cardiaque et aussi à une baisse du volume d'éjection systolique, qui sont respectivement de 8 à 12% pour un arrêt de 3 semaines. Et en plus de ça, nous avons des adaptations fonctionnelles. Et donc, il nous faudra 4 fois plus de temps 4 fois plus de durée pour récupérer ces capacités-là. Ce qui dit que la reprise ne va pas être automatiquement comme le niveau d'avant. Et d'où l'intérêt d'un contrôle médical pour l'évaluation des risques de la reprise de l'appareil cardio-respiratoire. Donc, docteur Dormi, docteur Dormi, si je peux me permettre, vous dites que quel que soit l'emplacement, c'est-à-dire je suis confiné à la maison ou je suis confiné dans un appartement où je n'ai pas d'espace, quel que soit l'endroit du confinement, nous avons une baisse de la force musculaire, nous avons les articulations qui peuvent être pas en très bon état, nous avons aussi les capacités vasculaires. Donc, pour une reprise, vous préconisez, première chose, faire une consultation chez un médecin, si j'ai bien compris. Ah, c'est inéluctable, c'est important. Vous savez, déjà, nous, on a l'habitude, chez les sportifs, après une trêve d'intersaison, on s'arrête entre 3 et 4 semaines grand max, allez. Et puis après, on reprend l'entraînement. Et à la reprise, on fait la visite médicale de pré-saison, le début. Maintenant, on est arrêté 3 mois. 3 mois avec un confinement strict. On n'a même pas les activités quotidiennes. D'où l'intérêt d'un examen complet. Alors moi, j'avais juste, pour être exhaustif, il y a un impact psychologique important. L'individu, vous savez qu'il y a une perte des repères, l'incertitude, les objectifs sont remis en question, et bien sûr, les compétitions qui sont reportées. Nous avons avec notre docteur Karim, qui est psychologue et clinicien, Exactement. Il va revenir sur la question psychologique, Inch'Allah. Voilà. Le coaching trouve tout son intérêt. Maintenant, pour reprendre, alors première des choses, nous faisons face à une pandémie qui est assez importante et assez sérieuse. Il faudrait comme état épidémiologique, c'est-à-dire est-ce que nous, on est apte à reprendre la compétition ou pas? J'ai ce matin contacté la direction d'épidémiologie qui m'ont confirmé les critères de reprise d'une compétition au Maroc de l'activité physique. Il faut que le fameux taux de reproduction, le R0 du virus, soit inférieur à 0,8. Il faut une stabilité et une baisse continue jour après jour de ce R0. Les cas actifs, je parle des cas actifs, c'est-à-dire l'ensemble des cas moins les cas guéris, et moins les morts, qui doit être inférieur à 10 cas pour 100 000 habitants. Et enfin, un taux d'occupation des lits en réanimation. Docteur Amin, est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies dont vous parlez? Exactement, ces conditions sont tout à fait réunies. Vous savez qu'on a fait des mesures assez préventives dont tout le monde nous salue, le monde entier nous salue. Et maintenant, toutes ces conditions sont réunies. Et l'État a autorisé pour les zones qui sont classées 1, avec cette levée progressive de confinement,
à pratiquer les activités sportives individuellement maintenant. Et on verra ça par la suite, même pour les sports collectifs, on aura une reprise individuelle au départ. Maintenant, toutes ces conditions sont requises au Maroc. Et on peut envisager d'ici maximum fin du mois, Inch'Allah, sauf imprévu bien sûr, avec cette pandémie, on n'est jamais sûr de rien, on peut reprendre l'activité physique sans problème. Et tous les sportifs pourront reprendre leur rituel, leur hobby, celui de faire du sport. Donc, premièrement, avant de commencer, comme vous m'avez demandé, il faut déjà connaître son état, son statut. Est-ce qu'on a touché au virus ou pas? Est-ce qu'on a été atteint par le virus ou pas? Maintenant, nous avons les tests nasopharyngiens, le fameux PCR qu'on fait actuellement. Le Maroc fait 20 000 tests par jour. Nous avons aussi les sanguins qui commencent à devenir, qui vont être démocratisés. Ils vont être ouverts au laboratoire privé. Et donc, on peut faire un test sanguin. Et aussi, il y a des tests salivaires qui sont ailleurs, qui commencent à venir ailleurs en Europe. Là, j'ai des publications dans l'équipe, le journal L'équipe qui font une synthèse des tests. Alors, premièrement, la France a autorisé, par exemple, le ministère des Sports a autorisé les sportifs collectifs ou de combat à effectuer des tests, même s'ils n'ont pas de symptômes. Donc, l'autorisation, elle a été donnée en France, elle sera donnée avec la levée du confinement au Maroc. Donc, on pourra s'assurer de notre état déjà épidémiologique. Et ça, c'est très important parce que la reprise dépend de si on a été atteint ou pas par le virus. Ça, d'une part. Maintenant, les tests de dépistage, il y en a tellement, il y en a une multitude. Et chaque médecin, avec les fréquences qu'on va faire, donc chaque médecin a sa propre protocole pour pouvoir attester de l'atteinte ou non de l'atteinte et de façon longitudinale après la reprise. Ça, c'est connu. Maintenant, au-delà de l'état épidémiologique, si on a été atteint par le coronavirus ou pas, il y a aussi un contrôle médical systématique. C'est très important de vérifier son état d'aptitude, bien sûr selon les dispositions du sport qu'on pratique. Donc, il faut un examen médical complet, un bilan biologique. Le bilan biologique doit au moins faire une NFS, un ionogramme, un bilan hépatique rénal et une glycémie, et un bilan cardiologique très important parce que maintenant, vous savez que le sportif, c'est un patient particulier. Il est en pleine possession de ses capacités sanitaires et donc à ce moment-là, il peut avoir passé d'une manière silencieuse le virus et ne pas exprimer de symptômes. Il y a des symptômes qui s'expriment d'une manière isolée, par exemple la perte de goût de bras, un petit syndrome grippal, une fièvre, mais sur le corps, il y a un risque d'avoir fait une myocardite. Et la myocardite, elle expose dans les jours qui suivent à un arrêt cardio-respiratoire, c'est-à-dire une mort subite pendant la pratique de sport. Et ça, c'est très important de le notifier et de dire aux athlètes de pratiquer un examen cardiologique avant de commencer. D'accord. Alors, c'est ce que je voulais résumer. Donc, avant de reprendre la pratique, donc bilan médical, bilan biologique et surtout cardiologique. Très bien. Alors, cardiologique, voilà, cardiologique, on se limitera à un interrogatoire et un électrocardiogramme. Il n'y a pas besoin urgent de faire d'autres investigations lourdes. Donc, l'interrogatoire et le CG, je pense que c'est facile. Et je parlerai de l'atteinte cardiaque chez les athlètes. Il a été décrit un symptôme bien particulier, c'est l'augmentation du pouls au repos, qui est un symptôme isolé des fois de l'atteinte cardiaque au Covid. Donc l'athlète, surtout chez les athlètes de haut niveau, l'athlète, il doit mesurer de temps en temps son pouls au repos, sa fréquence cardiaque au repos. On sait Alors, est-ce que vous pourriez rappeler, docteur Amin, est-ce que vous pourriez rappeler comment on peut mesurer la fréquence cardiaque simplement, sans outils, tout seul? Par exemple, un athlète, comment il peut faire pour mesurer sa fréquence cardiaque? C'est très simple. L'index et le majeur, on prend ses deux doigts. On ne prend jamais le pouls par le pouce, on le prend par l'index et le majeur. Et on les met, bien sûr, au niveau du pouls radial, ici, au niveau du poignet. On peut le mesurer. Sinon, on peut le faire au niveau du pouls carotidien. Je pense que tous les athlètes sont assez habitués à ça. Le pouls au repos nous donne beaucoup d'informations
sur l'état cardiaque du patient. Il est riche en renseignements et la prise de pouls aussi après l'effort. Mais maintenant, on se focalise sur le nombre de battements par minute, c'est-à-dire le pouls au repos. Il doit être normalement normal comme d'habitude. Si on a une accélération de ce pouls au repos, c'est un signe indirect d'une possible atteinte par le Covid-19. Donc, il faut faire toujours les investigations. Docteur Amin, c'est quoi un rythme normal ou cardiaque? Alors, C'est quoi un le rythme normal d'une personne X, d'une personne alpha, est entre 60 et 80. Maintenant, pour un sportif de haut niveau, elle est un peu plus basse. Elle peut aller de 30 jusqu'à 60. Moi, par exemple, c'est une année, j'ai eu l'honneur d'examiner Jawad Gharib, qui a été à deux reprises champion du monde de marathon. Juste après son 10e sacre, il est venu. Moi, j'étais dans l'association des médecins du sport de Rabat Saleh du temps, et on faisait un dépistage systématique pour tous les sportifs de masse qui venaient à Hilton, à la forêt Hilton, qui faisaient du sport. On leur faisait des examens. Il est venu, il s'est présenté. On a pris son pouls au repos. Il était de 42 battements par minute. C'est phénoménal et c'est comme ça. Dans l'athlète de haut niveau, plus on est de haut niveau, moins on a de fréquence cardiaque au repos. Donc c'est entre 40 et 60 pour les sportifs de haut niveau. Il y a plein de questions Docteur Amin, il y a plein de questions des participants qu'on va prendre, enfin pas toutes parce qu'il y en a beaucoup, on va prendre certaines. Je voudrais qu'on avance. Maintenant, si je pratique un sport individuel, quelles sont les mesures que je dois mettre en place pour me protéger, pour reprendre en toute sécurité et pour protéger les autres? Alors, premièrement, la reprise doit être inframaximale, c'est-à-dire avec un pouls qui ne doit pas dépasser les 80% de sa fréquence cardiaque maximale. Je rappelle, entre parenthèses, que la fréquence cardiaque maximale, elle est très facile à calculer, c'est 220 moins l'âge de la personne. C'est-à-dire, si on a 40 ans, on ne doit pas dépasser 180 battements par minute. Ça, c'est très facile à voir. Et donc, nous avons une fréquence cardiaque inférieure à 80, une phase de réathlétisation de 4 à 6 semaines. Ça, je pense que même tout le monde sera d'accord sur ça. Tous les préparateurs physiques, toutes les études, les publications montrent que la réathlétisation doit être de 4 à 6 semaines pour pouvoir laisser le temps au corps de s'adapter. Alors, les éléments de surveillance seront deux, la fréquence cardiaque au repos et la température au repos. Et s'il y a la moindre anomalie, le moindre on arrête cette activité, on va consulter médicalement. Alors, j'ai cherché pour savoir s'il y a eu des antécédents d'un arrêt brutal en plein milieu de saison assez long, et je vais vous citer deux exemples que j'ai pu recueillir. Déjà en 2014, avec l'invasion de la Crimée par la Russie, le Dynamo de Kiev, qui était un club professionnel de football, qui participait à la Champions League et tout, avait observé un arrêt de 2 mois, un arrêt strict de 2 mois d'entraînement et de match. Et donc, après la reprise, le médecin du club voulait tester par l'arrêt d'isocinétisme la force des muscles fléchisseurs et extenseurs du genou, et il a trouvé des valeurs inférieures de 20% des valeurs normales. Et il a appelé le laboratoire lui-même, les fabricants, pour leur dire que votre appareil ne marche pas, les mesures ne sont pas celles d'avant. Le laboratoire s'est déplacé, ils ont trouvé effectivement que les valeurs étaient réelles et qu'il y avait une baisse avec après 2 mois de 20% de la force maximale des muscles fléchisseurs extenseurs du genou. Et donc ça, nous, on est arrêté 3 mois. Et donc, quand on sait que les muscles sont eux les vrais protecteurs, parce que chaque articulation, il y a 2 types de stabilisateurs. Il y a les stabilisateurs actifs qui sont les ligaments et les stabilisateurs passifs qui sont le muscle et les tendons. Et donc, les articulations ne sont pas protégées. Il y a aussi un autre antécédent, c'est la Ligue de football nationale aux États-Unis qui, en 2016, ont arrêté pour cause de grève pendant 3 semaines. Ils ont repris et cette saison, les statistiques veulent qu'il y a eu 2,5 fois plus de blessures qu'une saison normale, avec un arrêt de 3 semaines. Voilà. Maintenant, on va passer. On va parler premièrement de la spécificité coronavirus et après d'un athlète qui s'est arrêté pour reprendre. Alors, premièrement, tout le monde sait qu'avec le coronavirus, si on veut reprendre, il faut toujours observer ça. On va vivre avec le virus, même les saisons prochaines. Donc ça doit être dans le rituel de tout athlète. C'est l'hygiène des mains, le lavage des mains au savon, le lavage au gel hydroalcoolique, le port de gants pour les gens qui sont spécialisés dans la désinfection de matériel sportif.
sportifs et pas pour les sportifs. Donc le port de gants ne sert à rien pour le sportif lui-même puisque le virus, il peut rester beaucoup plus longtemps dans les gants et ça peut être une source d'infection. Maintenant, lavage des mains. Et là, on a une petite affiche pour rappeler un petit peu le lavage des mains, comment il se fait. Après, nous avons l'hygiène respiratoire au-delà des mains. Premièrement, c'est le port de masque. Il y a plusieurs types de masques. Il y en a à tout va. Les masques, il y a les masques lavables, il y a les masques chirurgicaux, il y a les masques jetables qui ne durent que 4 heures. Donc, pour chaque sport, le port de masque est adapté au type de sport. Pour un sport de faible ventilation, c'est-à-dire quand on a un pouls inférieur à 100 battements par minute pendant la pratique, c'est l'exemple du golf, c'est l'exemple du tir à l'arc par exemple, l'escrime, ainsi de suite. Quand le pouls ne dépasse pas 100 battements par minute, on doit porter en permanence le masque ou la bavette. Par contre, pour un sport de haute ventilation, comme l'athlétisme, le football, etc., on ne porte pas de masque, mais on observe mesure de distanciation physique. Et bien sûr, pour tous ces sports-là, le port de masque avant et après le sport est obligatoire. Pour les sports à haute ventilation, quart d'heure après la fin de l'exercice physique, on doit remettre notre bavette puisque notre pays a imposé le port obligatoire de masque dans les espaces publics. Enfin, dans l'hygiène respiratoire, il y a des mesures générales au-delà du port du masque. C'est-à-dire tousser ou éternuer dans le creux du coude, cracher ou éternuer ou se moucher dans un mouchoir jetable avec interdiction de cracher sur le terrain de jeu. Et je vous rappelle que la FIFA, l'Instance internationale du football, voulait même donner un carton jaune aux joueurs qui va cracher sur la pelouse, mais ils se sont rétractés et donc juste un avertissement verbal, mais il ne faut pas cracher puisque le virus, il se transmet par les postillons émis par la bouche et par les sécrétions. Si je peux me permettre, docteur Amin, si je peux me permettre, on va partager vos slides, on va les partager avec tous les participants, ils seront sur le site internet du comité olympique et donc tous les participants ou sans les participants, ils peuvent aller les télécharger. Est-ce que maintenant, je peux vous proposer de me parler si je suis dans un sport collectif et s'il y a une reprise, qu'est-ce que je dois mettre en place, s'il vous plaît? Très bien. Alors, juste une dernière chose avant de passer au foot, c'est juste les mesures de distanciation. Il a été prouvé qu'il ne faut jamais, quand on fait de la course à pied, quel que soit le sport, ne jamais être directement derrière son partenaire de la pratique de sport. Il faut se mettre à côté, ou bien si on est derrière, il faut se mettre un peu en diagonale. Et bien sûr, ça dépend de la vitesse. Donc là, si on est mesure, barrière pour un sport individuel alors. Très bien. Alors, si on court, non, pour tous les sports, si on court à moins de 4,5 km, il faut donner une distance de 5 mètres. Et si on est au-delà, c'est-à-dire on atteint 14 km/h, là, il faut au moins 10 mètres sans prendre compte du vent. C'est juste en statique, on est à 10 mètres. Donc, il faut observer les mesures de distanciation physique. Bien sûr, toujours interdire les embrassades, les accolades, interdire les manifestations de joie collective, les accolades. On sait que la dimension humaine du sport est importante. Maintenant, j'en arrive au football. Donc, le football, c'est un sport collectif qui nécessite plusieurs intervenants sur le terrain. Alors, il y a plusieurs fédérations internationales qui ont régi différemment à la pandémie. Il y a le cas de la France, la Belgique, les Pays-Bas qui ont arrêté complètement leur compétition. Et le cas de l'Espagne, d'Angleterre, d'Italie et d'Allemagne. En somme, les fédérations qui avaient eu un impact financier important, une perte, un manque à gagner important en ne jouant pas les matchs. Ils ont repris la compétition. Il y a le cas de nos voisins Tunisie qui ont fait un play-off, play-out pour limiter le nombre de matchs restants pour la saison, puisqu'il y a le contexte épidémique oblige. Donc, ils ont fait un play-out pour les 4 premiers, un play-off et un play-out pour les 4 derniers. Nous, au Maroc, on titube encore, on parle de cas de la saison à 40 matchs. On se dit que nous avons encore le temps de jouer les 10 derniers matchs et enchaîner par les 10 premiers de la saison prochaine. Et c'est là qu'on observera une trêve d'intersaison et reprendre par les 20 matchs suivants. Donc ça, c'est juste des tractations sportives. Pour nous, l'essentiel, c'est d'observer 4 à 6 semaines pour la reprise. Voilà. Donc, premièrement, avant de reprendre, il faut une infrastructure adaptée. Il faut les terrains qui offrent une distanciation importante. C'est-à-dire que l'entraînement, un seul terrain ne suffit pas. Il faut 2 aires de jeu pour pouvoir réentraîner les joueurs et bien sûr, observer des mesures de désinfection assez rigoureuses. Bien sûr, les séances se dérouleront à huis clos jusqu'à disparition de risque de contamination et d'extinction de l'épidémie dans notre pays.
Il ne sont autorisés à accéder au stade que les personnes ayant un rôle actif à jouer dans le déroulement d'une séance d'entraînement de football. Et la reprise, bien sûr, 4 à 6 semaines, je n'insisterai jamais trop sur ça, jamais assez sur ça, pour retrouver l'état de forme sportive et éviter le risque de blessure. Bien sûr, les entraînements se feront en plein air. Tous les espaces confinés doivent être interdits à cette phase de la reprise. Le nombre de personnes simultanément présentes sur le terrain sera limité et les rassemblements interdits. Bien sûr, on va commencer par des entraînements individuels, comme j'ai dit tout à l'heure, ensuite par petits groupes et enfin des entraînements collectifs. Les effets sportifs doivent être lavés à domicile, comme le font les plus grands championnats en Espagne, en Allemagne. Les effets sportifs, le joueur, quand il vient s'entraîner, il vient en tenue, et il repart en tenue et ses effets sont lavés à domicile. Sinon, si on les lave au niveau du club, c'est au-delà de 60 degrés, en dessus de 60 degrés pour tuer le germe. Les douches se font à domicile. Sinon, les vestiaires doivent offrir un espace par joueur de 6 mètres carrés. Quand on sait l'état de nos vestiaires de football, on se dit il vaut mieux doucher chez soi. Les joueurs viendront avec leurs masques, ils ne les enlèveront que pour s'entraîner. Ils viendront avec leurs propres moyens de transport en évitant le covoiturage, pour éviter la transmission. Enfin, il faut s'interdire de partager le matériel d'entraînement et désinfecter tous les effets sportifs, les godasses, les plots, les ballons, ainsi de suite. Pour la désinfection, on peut utiliser juste de l'eau avec de l'eau de Javel 12 degrés qui est diluée, une dose pour 9 doses d'eau. C'est pas vraiment sorcier, ça ne demande pas beaucoup de moyens, juste une casaque pour le personnel qui va nettoyer et bien sûr le vaporisateur. Enfin, il faut un environnement dans le club. Et ça, je pense que c'est important. Ça deviendra inéluctable. Tous les clubs doivent investir dans ces moyens à offrir du savon liquide et des distributeurs de papier essuie-tout et de savon liquide. Les masques doivent être toujours disponibles pour les joueurs. Des gels hydroalcooliques, des poubelles à pédales avec de grands sachets en plastique et bien sûr des désinfectants et les gants pour le personnel chargé de la désinfection. Voilà donc pour un sport collectif. Oui. Alors, c'est Dr Amine. On va revenir peut-être tout à l'heure pour un sport individuel, mais maintenant, est-ce qu'on peut passer aux règles générales qu'on peut adopter pour une reprise en sécurité? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on est déjà une demi-heure, on laisse l'espace aussi pour les autres collègues et pour les questions des participants. Très bien. Alors, en général, avant toute activité… Les règles générales. Voilà. Toute activité, avant la reprise de toute activité, il faut consulter. Et devant toute l'apparition de signes suivants, il faut toujours obligatoirement consulter son médecin. Si on a des douleurs dans la poitrine, un essoufflement anormal, des palpitations, c'est-à-dire des battements assez importants du cœur, des variations anormales de la fréquence cardiaque au repos ou à fort, comme on a dit tout à l'heure, si on a une perte brutale de goût ou d'odorat, une fatigue anormale, une température supérieure à 38 degrés à distance de l'activité, on sait que quand on court ou quand on fait du sport, on a une augmentation de la température, mais c'est physiologique. Donc, en dehors à distance de l'activité physique, si on a une augmentation de la température au-delà de 38 degrés, on doit consulter. Enfin, si on a une reprise ou apparition du sèche. Voilà pour la règle générale. Bien sûr, il faut obligatoirement suivre les conseils suivants. Les 10 règles d'ordre de cardiologie du sport qui sont consulter mon médecin si j'ai ou des malaises, dois faire observer un échauffement et une récupération après séance, avant et après toute séance. Je dois m'hydrater toutes les 20 à 30 minutes pendant l'entraînement. Pas de sport intense si variation brutale de température ou pollution. Pas de tabac, il ne faut pas fumer même en dehors du sport, mais maintenant, pendant la pratique du sport, 2 heures avant et 2 heures après le sport, il ne faut pas fumer. Ni de produits dopants, ça c'est sûr. Pas de sport intense si on a une fièvre ou un syndrome grippal. Et enfin, il faut faire un bilan médical avant la reprise. Les derniers conseils, je termine. Ne pas prendre de paracétamol, c'est-à-dire tout médicament contre la fièvre, à titre préventif. Il risque de masquer la fièvre et de faire passer inaperçu la fièvre et de transmettre aux autres le virus. Ne pas prendre d'anti-inflammatoire sans avis médical. Surveiller sa température et son pouls. Et régulièrement au repos et après l'exercice, à distance de l'exercice. Voilà, donc c'était les règles à observer pendant une pratique sportive générale, pendant la reprise.
Je pense que ces règles, on doit les ingurgiter et on doit les appliquer pendant cette reprise de saison et pendant la saison prochaine. Tant qu'on n'a pas de vaccin, tant qu'on n'a pas de traitement, on doit savoir vivre avec le virus. Il ne doit pas nous empêcher de pratiquer notre sport, néanmoins, pour peu qu'on puisse appliquer ces règles que je viens de citer. Merci beaucoup, Dr Dormi. Je rappelle que vous êtes médecin spécialiste en physiologie et pathologie du sport. Vous êtes aussi responsable médical du club Le Fus. Donc, vous êtes, je dirais, pleinement concerné par ce Covid et surtout par une reprise sans risque. Alors, avant de passer la parole à vos collègues, j'aimerais quand même aller voir mes collègues de la régie pour voir s'il y a des questions des participants que je salue à nouveau. Je dis bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette visioconférence. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne du Comité national marocain olympique et on est là pour vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Mes collègues de la régie vont les faire passer ou bien on va les faire passer aux spécialistes pour vous répondre sur toutes les questions que vous posez. Donc, on essaie de n'oublier personne. Alors, en attendant peut-être les questions, je vais aller vers le docteur Khladi, qui est psychologue clinicien à Aspetar au Qatar. Alors, l'impact psychologique est important pendant cette période de Covid et surtout sur le sommeil et les troubles du sommeil. Comment on peut y remédier, docteur Khladi? Alors, il faut peut-être déclencher votre micro. Un instant. Merci. C'est Karim. Oui, un instant. À toi la parole. Bien sûr. C'est bon? Là, c'est bon? Très bien. Donc, en tant que psychologue clinicien et psychologue du sport, donc travaillant à Aspetar au Qatar, donc ce qui arrive aux sportifs de haut niveau, c'est quand même une expérience toute nouvelle. Leur identité sportive est remise en question, comme mon collègue effectivement Dr Amin, le déconditionnement, parce que essentiellement le sportif vit au travers du stress, un stress de compétition, un stress d'entraînement. Donc, toujours est-il avec ce confinement, ça veut dire en fait ils sont dans une autre dimension. Ils ne sont pas malades pour ne pas pratiquer du sport, ils ne sont pas du tout blessés pour ne pas pratiquer du sport. Ils peuvent tout à fait pratiquer du sport, mais seulement par rapport à cette situation très particulière où il y a des risques de contamination, risques de mort, un risque aussi, un enjeu identitaire sportif, effectivement, de perdre son niveau d'entraînement, son niveau de compétition. Donc, beaucoup de challenges. Et ça, en fait, ça va renvoyer tout un chacun, et spécialement, effectivement, les sportifs, à la question de la peur, de l'appréhension. Une dimension futuriste, effectivement, qui n'est pas du tout incertaine, en quelque sorte. Et donc, l'aspect mental à ce niveau-là va être perturbé et certainement leur identité. Très bien. Alors, l'impact sur le sommeil, parce que c'est une question qui revient assez souvent, docteur Karim. Comment, je dirais, quel est l'impact et comment y remédier? Comment améliorer son sommeil? Que ce soit pendant encore, je vous rappelle, ici chez nous au Maroc, il y a encore le confinement jusqu'au 10 juillet. Comment on peut gérer ça pendant encore cette période de confinement? Et à la sortie, comment retrouver un sommeil de qualité? Parce qu'on sait que le sommeil impacte beaucoup la performance ou juste d'être en forme et en bonne santé. Tout à fait. Effectivement, j'allais de point en point. La question du sommeil, en fait, c'est la question de la récupération. Donc, c'est une période très difficile, stressante, incertaine. Certainement, ça va impacter la qualité de leur sommeil. Et toujours est-il la question de l'organisation qui va être chamboulée. En fait, l'athlète qui avait en quelque sorte un organigramme, donc il se couchait à 1 heure, il se réveillait à 1 heure précise. Donc, tout ceci va être chamboulé, désorganisé. L'anxiété, essentiellement, va perturber le rythme de leur sommeil, leur qualité. Pour amorcer, effectivement, un retour, je dirais safe en anglais, c'est vraiment se remettre à une organisation, je dirais, saine, c'est-à-dire, en fait, fixer des objectifs tout au long de la journée, certainement les entraînements par visioconférence, la relation sociale, c'est-à-dire effectivement d'être en contact avec les personnes les plus chères et surtout rester en contact avec les joueurs et surtout avec le coach et plus important avec le médecin. Essentiellement, si effectivement il y a un apport psychologique ou un suivi psychologique, c'est toujours le bienvenu. Donc le sommeil représente non seulement le degré de récupération, il représente aussi effectivement
une image et une topographie du mental de l'athlète. Et le challenge le plus important, effectivement, c'est la gestion du temps et la gestion de soi. Là, on voit des slides qui sont diffusés. Peut-être que vous voulez passer à… Tout à fait, tout à fait. En fait, là, donc, pour s'introduire et pour ouvrir, en tout cas, la question du sommeil, donc, j'ai ciblé 3 points. Le point pour avoir une vision complète de cette conférence, ou cette visioconférence, en fait, le sommeil. Donc, on va voir le sommeil. Ce que c'est le sommeil. J'ai choisi une des définitions. Donc, deuxième point, c'est les conséquences, les méfaits d'une privation de sommeil, qu'elle soit aiguë et chronique. Et le dernier point, c'est comment peut-on améliorer durablement le sommeil pour retrouver une meilleure qualité de sommeil et surtout revenir à la performance. Oui, donc dans cette définition, en fait, qui est très simple, c'est le sommeil est un processus qui favorise la récupération aussi bien physiologique que psychologique. Pourquoi? C'est pour permettre, en tout cas, une performance physique sportive et une performance cognitive. Maintenant, comment ça marche le sommeil? En fait, il y a un rythme circadien. Donc, ce rythme circadien de 24 heures, donc jour et nuit, qui va réguler notre sommeil. Donc, lorsque effectivement le sommeil… Oui. Docteur, ça veut dire quoi un rythme circadien? Circadien, en fait, ça vient effectivement du mot, comme c'est indiqué sur le slide. Donc, le circadien, c'est-à-dire effectivement un rythme de 24 heures. De 24 heures. Donc, ce rythme de 24 heures, donc divisé en jour et en nuit, c'est ça qui va réguler en quelque sorte notre sommeil, avec d'autres synchronisateurs, d'autres régulateurs, comme la pratique du sport, comme effectivement la température, l'alimentation. Donc, comment ça marche le sommeil? C'est-à-dire, effectivement, nous sommes soumis à une horloge biologique. C'est ça, effectivement, cette horloge biologique qui va permettre à l'humain de retrouver son équilibre. Donc, je passe… voilà. Donc, le slide là, c'est juste représentant. Ça représente en quelque… Comment? Oui, le son est de mauvaise qualité. En fait, là, c'est juste une représentation pour indiquer l'influence, effectivement, de la lumière sur la rétine. Si on est dans la journée, donc certainement, on est amené d'être dans un mode d'activation de la journée. Si on est effectivement… il y a la tombée de la nuit, certainement, en tout cas, donc cette horloge biologique va se manifester par le fait, effectivement, quand l'athlète va s'allonger pour dormir, il ferme les yeux, il y a une sécrétion à partir de 18 heures en fait, de la mélatonine, avec un pic, effectivement, vers 3 heures du matin. Et puis, cette sécrétion va baisser jusqu'à, effectivement, il y a une baisse de la température, on se réveille pour une activité journalière. Pourquoi dormons-nous? C'est très intéressant de savoir pourquoi, effectivement, nous avons besoin de dormir. J'ai sélectionné quatre théories. La première, on dort, effectivement, pour se reposer. Après une journée chargée ou restant à la maison, nous avons fait certaines activités. Certainement, on a besoin de dormir et se reposer. Ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie, en fait, qui a expliqué, en quelque sorte, effectivement, pourquoi le sommeil est important, c'est aussi pour guérir. Nous avons ce système immunitaire qui est là pour nous défendre et nous avons besoin de dormir pour récupérer et pour améliorer ce système immunitaire. La troisième théorie, c'est pour indiquer l'importance du sommeil dans l'apprentissage. C'est-à-dire, en fait, le sommeil va nous permettre d'archiver des souvenirs importants et de rejeter d'autres souvenirs qui sont inutiles. La quatrième théorie, donc, ça souligne un aspect très important parce que durant le sommeil, nous rêvons. Et cette théorie, effectivement, souligne l'importance du rêve. La grosse question aujourd'hui, si oui, pourquoi rêvons-nous? Jusqu'à présent, effectivement, c'est une grosse énigme. Passons à la structure du sommeil. Pour donner une idée très claire du sommeil, en fait, le sommeil est représenté et représente essentiellement un tiers de notre vie. C'est-à-dire, c'est une activité très, très importante qui est scindée, qui est répertorié en fait en deux stades. Donc il y a le sommeil en lente, appelant, on l'appelle mouvement oculaire non rapide, et puis le sommeil en rapide. Donc il y a deux états physiologiques différents et complémentaires. Les stades du sommeil. Donc quels sont les stades du sommeil? Il y en a 5.
Donc, chaque nuit, le cerveau humain passe par 5 stades de sommeil. Ces différents stades constituent le premier cycle du sommeil. Un cycle constitué de 90 jusqu'à 110 minutes. C'est-à-dire, effectivement, si une personne, un athlète qui va dormir 8 heures, il aura 5 cycles. Et donc, les cycles sont entrechevés, en fait, ils sont collés les uns aux autres, qui vont faire en sorte, en tout cas, qui vont donner une qualité de sommeil pour quiconque. Donc, en quelque sorte, on amorce le sommeil par la phase d'endormissement. Donc, on rentre effectivement de l'éveil dans un stade, on ferme les yeux et tout de suite, donc il y a la production des ondes alpha, des ondes de relaxation. Et là, tout de suite, on va vivre au travers de ce sommeil, effectivement, des stades. Donc, le stade 1 et 2, donc c'est des stades, les premiers stades, avec le deuxième stade. Là, donc, nous avons les ondes θ, donc le cerveau est en ralenti, les muscles se détendent et le cœur fonctionne au ralenti. Là, on va passer, donc, premier deux, c'est je dirais, des stades de sommeil léger. Là, on passe à des stades de sommeil profond. Et donc, les stades de sommeil profond, comme on peut tout à fait le voir sur le slide, donc essentiellement, donc, le corps est vraiment relâché et surtout le cerveau donc, fonctionne au ralenti. Et à partir de ces stades, 1, 2, 3, 4, là, on va passer au deuxième état physiologique. On a dit premier, c'est ce qu'on appelle effectivement le stade appelé non-mouvement oculaire. Et puis, on passe à un autre stade qui est mouvement oculaire. C'est-à-dire, si on est en présence d'un joueur qui dort, on peut tout à fait voir les paupières qui bougent très rapidement. Et ça, essentiellement, une phase très, très importante parce que, pour un petit peu résumer, c'est l'aspect psychologique. Le sommeil profond, il va nous aider à récupérer au niveau, effectivement, corporel. Mais essentiellement, pour le sommeil paradoxal, essentiellement, la majorité des rêves, on peut les retrouver dans cette phase, la phase effectivement paradoxale. Pourquoi paradoxale? Parce que étonnamment, le cerveau fonctionne à son maximum, mais le corps est paralysé. Essentiellement, comme je le dis et je le redis, donc c'est une phase très importante où il y a la consolidation de la mémoire, des souvenirs et de la concentration. Là, c'est juste pour vous schématiser les cycles. Donc, je vous ai dit effectivement, si un joueur a dormi pendant 8 heures, donc il aura 5 cycles d'1 heure et demie. Et là, quand on retrouve des cycles, on peut tout à fait les voir. Donc, cycle 1, cycle 2, cycle 3, 4 et 5. Donc, et on voit tout à fait Oui. Vous le voyez? Oui. Très bien. Oui, on le voit très bien. Parfait. On le voit très bien. D'accord. Donc, il y a le stade 1, comme on le voit, 2, 3, 4. Donc, 1 et 2, c'est le sommeil léger, et 3 et 4, profond. Et le 5, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Étonnamment, donc, au début du sommeil, en fait, les premières heures, essentiellement, nous avons le sommeil profond qui est quand même important. Et plus on avance dans les cycles de sommeil, il y a je dirais, le sommeil paradoxal qui devient beaucoup plus important. On peut tout à fait le voir effectivement avec la partie jaunâtre, d'accord? Là, c'est cela, oui. Oui, docteur Karim, moi je voudrais te poser une question très simple. Bien sûr, bien sûr. Le sommeil léger, c'est-à-dire je commence mon endormissement. Et souvent, je suis, par exemple, devant une série de télévision, je regarde un film, je fais quelque chose et je n'écoute pas cette première phase. Si je la rate, est-ce que ça impacte le reste des autres phases du sommeil? Certainement, en fait, quand il y a l'initiation, on amorce le sommeil. Donc, tout dépend du profil de personnalité du joueur. Si je donne en fait l'exemple d'un joueur anxieux, c'est ce qu'on appelle les personnalités anxieuses. Certainement, s'il n'arrive pas à amorcer correctement son sommeil, il aura du mal à le retrouver. Après, en fait, à la fin de cette présentation, je vais vous donner en fait les bonnes habitudes pour retrouver, même si on a perdu cette qualité, de revenir et de retrouver en quelque sorte une meilleure qualité. Certainement, donc la première phase elle est très importante. Donc, tout dépend du profil, tout dépend de la situation, de la fatigue, tout dépend en tout cas des conditions minimales pour retrouver une bonne qualité de sommeil. Donc, je ne sais. Alors,
Vous voulez le slide suivant? Oui, tout à C'est-à-dire fait, la bien différence. sûr. J'ai du mal à faire passer un défilé. Très bien. On va Ça, vous c'est aider. juste parfait, c'est génial, merci beaucoup. Donc, ça, c'est différentes zones, les différentes ondes cérébrales durant le sommeil. C'est juste pour vous donner schématiquement que le cerveau passe par ces stades de sommeil, ces cycles, et aussi la variation de ces ondes. En fait, elles sont quand même importantes parce que ça reflète effectivement le fonctionnement du cerveau. Alors, j'ai du mal à défiler les slides. Je suis désolé, si vous pouvez le faire. Ouais, on va le faire. Le slide suivant. Très bien, parfait. Là, ce qu'on retrouve là, c'est essentiellement à quel pourcentage de la nuit chaque cycle de sommeil correspond. Donc, il y a une partie, effectivement, que vous pouvez voir donc, en rouge. Là, c'est lorsqu'on amorce le sommeil, c'est entre l'éveil et le sommeil, donc qui représente 1%. Et puis, plus on s'introduit dans le sommeil, on est dans le sommeil léger, light sleep, donc qui représente, par rapport à 8 heures de sommeil, qui représente 50%. Donc, ce sommeil léger, il est quand même important dans la restauration de l'énergie. Après, on passe effectivement donc, à une autre représentation, le pourcentage, c'est le sommeil profond, deep sleep. Il représente entre 20 et 25%, relativement équivalent. Vous pouvez revenir au slide précédent, s'il vous plaît. Non, il faut revenir à l'autre slide. Merci. Voilà, exactement. Voilà. Donc, c'est relativement équivalent entre le deep sleep, le sommeil profond, et le sommeil paradoxal qui représente entre 20 et 25%. Pour rappeler, donc, le sommeil léger est impliqué dans la restauration de l'énergie. Le sommeil profond, effectivement, c'est pour la récupération physique. Et le sommeil paradoxal, c'est essentiellement, je dirais, pour résumer, la partie psychologique, mentale, la concentration, la mémoire. Donc, la qualité globale du sommeil, bien entendu, elle est impliquée dans la question de la santé. C'est pourquoi on dit effectivement, j'ai une bonne qualité de sommeil qui impacte la santé, qui impacte aussi la performance sportive. Docteur Karim, oui. Docteur Karim, une question avant de passer à la suite. Est-ce que nous sommes tous égaux devant le sommeil? Est-ce qu'on a besoin tous du même volume horaire de sommeil ou est-ce que ça dépend du cas par cas? En fait, ça dépend en fait, des besoins de chacun. En fait. On peut trouver un joueur effectivement qui aura besoin de 7 à 8 heures, d'autres qui auront besoin de 6. Et certainement, donc, tout dépend de la condition de santé. Si on a un joueur qui est blessé, je dirais donc son besoin diffère totalement. S'il est malade, s'il est stressé, si effectivement donc il fait face à des problématiques familiales ou des problématiques financières. Donc, étonnamment, ce cerveau est extraordinaire parce que ce cerveau, non seulement, en tout cas, il nous aide à dormir, mais il entretient avec nous un discours psychologique très important. D'où l'importance de la psychologie de côté mental. Alors, docteur Karim, je ne veux pas être pressé, vous semblez pressé, mais tout ça, c'est très important. Et moi, je vois, il y a des participants qui nous disent que 3 mois de confinement, le sommeil est vraiment perturbé. Quelles astuces, voilà, une question de Si Mohamed Jersh, quelles sont les astuces qu'on peut donner pour améliorer le sommeil et récupérer un sommeil régulier? Tout à fait. En fait, la première démarche, c'est retrouver son organisation, c'est-à-dire en fait l'organisation qui est gagnante. Mettre en place des objectifs. On est à la maison, il y a certainement des entraînements par visioconférence et surtout donc aménager les repas, les relations, les relations sociales très importantes parce que ça participe au fait qu'on a du lien. Veiller sur la qualité familiale, c'est très important et surtout ne pas perdre de vue l'organisation qui sépare la nuit du jour. La dérive, c'est-à-dire lorsque le joueur étant en dehors effectivement de son domaine de prédilection qui est l'entraînement et la compétition, va se sentir en quelque sorte effectivement il y aura un glissement. Il va dormir à 1h, 2h du matin. Et ça, c'est pas du tout bon effectivement. Pas bon aussi au niveau, je dirais, au niveau santé mentale que physique. Ça veut dire mettre en place une organisation. La plus grosse compétence, effectivement, avant qu'on parle d'une compétence sportive, c'est une compétence d'avoir un contrôle sur soi, self-control. Donc, ça, c'est très important. C'est-à-dire, le conseil que je pourrais donner, effectivement, aux athlètes et aussi aux coachs et au staff médical, c'est permettre à l'athlète de pouvoir se contrôler.
Ça veut dire, effectivement, il est à même de mettre une organisation et de la suivre pas à pas. Et même s'il y a des dérives, il faudrait en quelque sorte revenir je dirais, à son organisation pour, je dirais, avoir une qualité de sommeil, bien meilleure. Docteur Karim, on voit à l'écran les bonnes habitudes pour améliorer la qualité de votre sommeil. En fait, si vous pouvez revenir un petit peu, parce que ça, je voulais laisser le slide en dernier. Si vous pouvez juste revenir. Sur les effets de la privation? Tout à fait, c'est très important. D'accord. Sur les effets de la privation du sommeil. Tout à fait. C'est à l'écran. Donc, un instant, s'il vous plaît. Oui. Donc, les effets de la privation, donc on peut le soupçonner. Donc, l'effet quand même important, c'est au niveau de la fatigue et surtout, en fait, avoir un effet de somnolence et d'insomnie et manque de motivation. Donc, la privation, qu'elle soit aiguë, progressivement, elle va dériver sur une privation chronique, va troubler la motivation de l'athlète alors qu'il est confiné. Donc, la motivation, c'est un moteur très important. Il faudrait veiller sur ce moteur qui va pousser, je dirais, l'athlète à améliorer sa qualité de vie et surtout sa qualité de sommeil. Donc, la baisse de performance, qu'elle soit une performance de contrôle de soi, et la performance qui va lui permettre en tout cas de suivre correctement ses entraînements journaliers et peut-être aussi par visioconférence. Donc, un impact très important sur l'humeur, l'agressivité, la colère, l'anxiété, la dépression, d'où l'importance de veiller sur le suivi psychologique et mental de l'athlète parce que dans le contexte du confinement, c'est un vivier dangereux pour le développement de stress, d'anxiété et de dépression. Donc, le suivi psychologique, il est quand même très important et l'évaluation psychologique pour qu'il puisse, le joueur, revenir progressivement sur le terrain sportif. Nous avons aussi des méfaits sur les difficultés, en tout cas à faire face au stress. Donc, il sera fatigué, des baisses d'énergie et aussi la baisse du système immunitaire. Ça veut dire qu'il est en proie aux infections et maladies. Ceci dit, il faudrait faire très attention. Les problèmes de concentration, augmentation de temps de réaction, ça veut dire en quelque sorte amorcer, pour le préparer pour la performance sportive, il faudrait faire très attention à la qualité de sommeil parce que l'impact de façon très significative les temps de réaction. Donc, le gain de poids, donc n'importe quel sportif, il n'aimerait pas voir son poids prendre plus de poids et surtout les problématiques de troubles de motricité et risques d'accident. D'où l'idée, effectivement, donc le manque de sommeil et la privation de sommeil, c'est un risque, une association avec l'occurrence des blessures. Et des difficultés, certainement, prendre les décisions, que le joueur soit chez lui à s'entraîner. Et entraînement, ça veut dire, effectivement, prendre des décisions. Donc, ça va impacter essentiellement sa capacité de prendre des décisions. Je suis désolé, en fait, je ne vois pas les slides devant moi. Si vous pouvez… Merci. Très bien. On passe au slide suivant. Allô? J'ai une question de Problème de son, en fait, j'ai pas entendu votre question. Alors, notamment il n'y a plus de son. En fait, la voix est saccadée. Maintenant, j'ai plus de son. Je suis désolé. Ouais. Alors, je disais… Oui, c'est mieux maintenant. Alors, je te laisse continuer. On va reprendre après les questions quand tu auras le son de chez nous. Nous, on t'entend très bien. Parfait. En fait, là, on a parlé donc du sommeil. Qu'est-ce que c'est le sommeil? On a parlé des stades. On a parlé en fait des privations du sommeil et les conséquences sur l'athlète. Là, on passe aux habitudes. Comment peut-on adopter de bonnes habitudes pour améliorer la qualité du sommeil de l'athlète? Donc, la première chose, effectivement, donc, il faudrait veiller sur les conditions optimales pour amorcer et avoir une meilleure qualité de sommeil. Ça veut dire une bonne laiterie, le bruit, la température, la lumière.
Et surtout, le point que je vais avancer très important, c'est fixer des horaires du coucher et des horaires pour se réveiller. C'est très important. Et là, de par mon expérience, effectivement, plus de 20 ans dans cette discipline, la difficulté pour les athlètes, c'est de ne pas arriver à fixer un rituel et de mettre en place un rituel qui va leur permettre, en tout cas, de veiller sur une meilleure qualité de sommeil. Donc, se coucher et se lever à des heures régulières pour améliorer la qualité de sommeil. Donc, assurer, je dirais, que le joueur soit exposé à la lumière parce que la lumière contribue par rapport à cette horloge biologique et limiter les siestes. Là, on a un grand problème au niveau des siestes. Pour quelques sportifs, quelques athlètes, pensons bien, donc ils s'adonnent au plaisir de veiller le soir, donc ils se couchent très tardivement et il se dit qu'il peut récupérer par des siestes. Donc on a des siestes de 2 heures, 3 heures qui pas du tout bon. Les siestes effectivement recommandées, c'est 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Donc les siestes en quelque sorte, c'est mis en place pour rafraîchir le cerveau, pour la concentration et d'être relativement plus lucide. Mais avoir cette idée en tête de compenser le manque de sommeil du soir, donc c'est pas du tout une bonne stratégie. Donc il faudrait veiller à respecter cette norme, cette règle, que le sommeil du soir, c'est le sommeil réparateur de prédilection et essayer de ne pas le louper et ne pas compenser avec les siestes. Les siestes, c'est des instruments très importants, mais les utiliser à bon escient. Aussi, se détendre avant le sommeil, c'est-à-dire se détendre. Nous sommes des musulmans, nous avons la prière, les invocations, c'est très, très important. C'est-à-dire, en fait, le sommeil à lui seul ne peut pas suffire pour nous donner cet effet relaxation. C'est-à-dire, le sommeil a besoin de nous, qu'on puisse être relâché et relaxé pour avoir une meilleure qualité de sommeil. Ça veut dire, en quelque sorte, le cerveau a besoin des conditions de relaxation pour pouvoir s'introduire dans le sommeil. Aussi, à éviter les activités stimulantes ou les activités sportives vigoureuses, parce que le corps est très stimulé, donc c'est très difficile. Donc on a besoin de la littérature, donc les données sont complètement différentes mais complémentaires, entre 2 à 4 heures, c'est-à-dire avoir une activité sportive qu'elle soit intense, c'est vraiment donner de l'espace pour laisser revenir le corps à une situation beaucoup plus relâchée. Limiter aussi la prise de la caféine. Donc, nous avons des articles qui parlent effectivement avant 16 heures, limiter la consommation de caféine. C'est quand même très important pour permettre des stimulants de ce type pourraient nuire à la qualité et pour amorcer une meilleure qualité de sommeil. Aussi, réduire l'apport de liquide, c'est-à-dire nous avons des athlètes, parce qu'ils ne connaissent pas relativement comment favoriser les conditions minimales d'une bonne qualité de sommeil. Ils seront amenés à boire autant de quantité d'eau. Ça veut dire, en fait, en quelque sorte, ils vont avoir des allers-retours aux toilettes. Hein. Je suis désolé pour uriner. Et ça va impacter, je dirais, impacter leur qualité de sommeil. Aussi, l'athlète, il faudrait qu'il mange effectivement une nourriture saine et surtout pas très calorique. Et surtout éviter les plats épicés et puis les repas très je dirais, assez importants. Aller au lit lorsqu'on est fatigué. Lorsqu'on est fatigué, c'est-à-dire, c'est là, en quelque sorte, nous avons des signaux dans notre cerveau pour amorcer ce sommeil. Donc, aller au lit et prendre le téléphone, c'est vraiment une mauvaise habitude. Ou aller au lit et regarder la télévision, c'est vraiment une mauvaise habitude. Sachez effectivement que les smartphones en fait développent, on voit en fait, il y a une émanation d'une couleur bleue qui va affecter le cerveau et affecter en tout cas la sécrétion de la mélatonine. En voyant de la lumière, pensons le cerveau que nous sommes effectivement dans la journée, alors que essentiel, nous sommes effectivement dans la période de la nuit. Il faut éteindre donc les appareils électroniques 45 minutes ou 1 heure avant, et surtout essayer en tout cas d'aérer la chambre et veiller sur une bonne condition, des bonnes conditions pour permettre aux athlètes en tout cas d'avoir une meilleure qualité de sommeil. Pour dire quoi tout ça? Pour dire quoi? En fait, en quelque sorte, le sommeil est un hôpital gratuit. On peut y accéder pour se remettre en forme, mais avec des conditions. Les conditions pour
pour être introduit dans cet hôpital qui est extraordinairement bon, avec toute la technicité. On a le sommeil profond qui, effectivement, va améliorer la récupération. Nous avons le sommeil, effectivement, paradoxal, qui a un aspect qui va réguler, qui va restaurer la partie psychologique et mentale. Et nous avons la partie du sommeil, je dirais, léger, qui va permettre de nous donner de l'énergie. Donc, nous avons des spécialistes, nous avons des chirurgiens, nous avons des médecins, nous avons des psychologues, c'est extraordinaire. Donc, toutes ces conditions vont permettre aux athlètes, aussi les coachs, au chief staff médical, de pouvoir bénéficier de cette structure extraordinaire. Donc, il ne faut pas oublier que cet hôpital a des horaires d'entrée et de sortie. Si vous vous introduisez dans cet hôpital très tardivement, certainement, vous n'allez pas bénéficier de toute cette structure, de toute cette science et de tous ces bénéfices. Si vous venez à l'heure, avec les meilleures conditions, sachez que vous êtes entre de bonnes mains et vous allez pouvoir vous aider au niveau santé physique et surtout en tant que sportif de haut niveau, vous allez perdurer votre performance et veiller sur une meilleure qualité de vie. Donc, c'est juste pour passer. Vous pouvez… Docteur Karim, Oui. avant de passer à la suite, tu parlais de le sommeil, c'est comme un hôpital. Est-ce qu'on peut prendre des médicaments pour réguler son sommeil? Tout à fait. En fait, ça, c'est sous le régie en fait, du médecin. Il faudrait une évaluation. En fait, Docteur Amin, il peut intervenir aussi sur cette question. Est-ce que c'est bien de prendre des médicaments pour réguler son sommeil? Alors, on a toujours… oui, on a souvent cette question revient souvent lors de concentration, la veille de match important quand on a un enjeu. Nous avons des requêtes des joueurs qui nous viennent nous dire « je n'arrive pas à dormir, j'ai besoin d'un archiviste pour dormir ». Il faut savoir déjà que la majorité des hypnotiques sont contrôlés positifs au dopage, donc il ne faut pas y donner. Et deuxièmement, il faut savoir utiliser des bons moyens pour pouvoir se trouver du sommeil. Déjà, il faut que dans la chambre, il n'y ait pas d'excitation, ni visuelle, ni auditive. On a parlé des écrans, de la lumière bleue, etc. Aussi de son. Il y a la mauvaise manie qu'ont les joueurs, des fois, de laisser la télévision allumée pour s'endormir. Ça, c'est néfaste. Deuxièmement, il faut abaisser la température du corps. C'est-à-dire que prendre une douche… Excuse-moi, docteur Amin. Docteur Amin, on a déjà parlé de ces choses-là, mais moi je vois que la question sur les médicaments est bien posée par les participants. Je vois que c'est Ahmed Harrar pose aussi cette question. Est-ce qu'on peut faire appel à des médicaments? Est-ce que c'est bien pour la santé? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'il faut consulter un médecin avant de le faire si j'ai des troubles de sommeil? D'une manière pointue, on peut utiliser un médicament, avoir usage d'un médicament hypnotique à la veille d'un match, la veille d'une compétition. Mais sur le long cours, il ne faut pas utiliser des médicaments. Ça doit être un moyen pour retrouver le sommeil. On doit retrouver notre manière normale de s'endormir. Merci beaucoup. Alors maintenant, pour trouver des méthodes naturelles, est-ce qu'on peut faire appel à la relaxation, à une musique relaxante avant de s'endormir? Est-ce qu'on peut mettre en place des rituels pour le sommeil? Parfait. En fait, les rituels, comme je viens de souligner, donc les conditions qu'on a vues ensemble, donc ça, c'est des conditions pour permettre à tout un chacun. Après, il y a des différences entre les athlètes. Donc, on a des différences au niveau des conditions, du stress, l'anxiété. Certainement, en fait, en tant que musulmans, nous avons une vie spirituelle extraordinaire qui permet, en tout cas aux musulmans, de s'auto-apaiser. Donc, c'est génial. Nous avons les invocations du matin, nous avons les invocations du soir, les invocations avant le coucher. Et ça, très sincèrement, les études aux États-Unis, ils parlent essentiellement de la spiritualité, qui est quand même un axe très, très important. D'où l'importance, lorsqu'on explique quelque chose, lorsqu'on voudrait apporter, il y a le côté social, psychologique, familial, biologique. Donc, tous ces aspects sont quand même importants. Mettre en place, en tout cas, une stratégie, oui. Donc, elle est personnelle. Donc, pour chaque athlète, il a en quelque sorte une spécificité. De par mon expérience, donc j'en ai vu beaucoup, des milliers, et le dernier en date, en fait, un sportif qui se plaignait, donc il avait une mauvaise qualité de sommeil. Essentiellement, c'est pas le sommeil qui est en cause. Le sommeil, en tout cas, il est à la portée de main. Le sommeil existe. Nous avons juste effectivement lui favoriser un meilleur accès. Donc, pour lui, c'était une question futuriste. Il avait tellement peur, il voulait changer de boulot. C'était un sportif de haut niveau, un volleyeur, donc qui faisait partie de l'équipe nationale ici.
Et surtout, donc, il se posait plein de questions par rapport à sa projection dans un futur proche. Comme il avait peur, étonnamment, il n'a pas dressé, il n'a pas parlé de cette dimension de la peur. Il m'a parlé essentiellement, il se focalise essentiellement sur le sport. Mais c'est notre métier de distinguer, de entrevoir, de lire le langage, je dirais, corporel, de se dire, il y a quelque chose qui est caché. Nous devons effectivement déceler. Et lorsque j'ai décelé, donc j'ai vu que l'impact de l'anxiété sur la qualité, donc nullement le sommeil est en cause, c'est sa façon de percevoir les choses. Donc nous avons une façon de concevoir, nous avons une façon de percevoir. Donc là, quand je parle avec l'audience, chacun de nous va concevoir quelque chose, va comprendre quelque chose. D'où l'intérêt de poser des questions et répéter le message pour qu'il soit compris. Alors, j'ai une question de Si Mohamed El Matouk. Est-ce que les tisanes et les plantes sont-elles efficaces pour améliorer le sommeil? Et si oui, quelle tisane? Et d'ailleurs, docteur Amin, tu as un message privé aussi. C'est toujours de Si Mohamed El Matouk qui te dit que il te passe un grand bonjour, un grand salam au docteur Dormi, le grand docteur avec qui j'ai pu travailler au rugby. Voilà, avec plein de cœur. Merci. Donc, je vous disais pour les tisanes, merci Simatour, j'en garde un bon souvenir. Maintenant, pour les tisanes et toutes les autres activités naturelles, oui, ça peut apaiser, ça peut donner envie de dormir, ça peut apaiser un petit peu d'une manière artificielle. Il y a aussi un point très important, le repas doit être terminé au moins 2 heures avant le sommeil. Il ne faut pas dormir après le repas. C'est très important pour avoir une bonne qualité de sommeil. Il ne faut pas avoir une alimentation lourde et surtout l'horaire, 2 heures au moins de la fin de le repas avant de chercher à s'endormir le soir. Mais docteur Amin, concrètement, quand tu dis Oui. 2 heures, le repas 2 heures avant, et on dit le sport, il faut le faire aussi minimum 2 heures avant. Si je fais ma séance de sport à 18 heures, je finis à 20 heures. Donc si je mange à 20 heures, je termine à 21 heures, donc je ne peux pas me coucher avant 23 heures. Alors déjà, après le sport, il y a the window of opportunity, ce qu'on dit toujours, la fenêtre d'opportunité. Il faut manger juste après la fin du sport. C'est le meilleur moyen de récupérer. Ça, c'est la ration alimentaire d'après l'activité physique. Maintenant, je parle des repas essentiels de la journée. Il faut faire en sorte d'avoir 4 repas par jour, comme on dit toujours, mais le dîner doit être terminé 2 heures avant le sommeil. Sinon, ça va empiéter sur la phase d'endormissement dont avait parlé M. Ked. C'est important d'avoir parce que c'est un flux sanguin qui circule avec des hormones et tout, et ça, c'est important à réguler. Merci, docteur Amin. Moi, je voudrais revenir à docteur Karim. Pourquoi avons-nous d'avoir un bon sommeil? D'avoir un bon sommeil, déjà, c'est un besoin. Donc, un besoin important pour retrouver son équilibre. Nous avons besoin d'un bon sommeil, en tout cas, parce que essentiellement, les sportifs, ils ont besoin de récupérer. Il n'y a pas une meilleure stratégie pour la récupération si ce n'est le sommeil. Donc, il est naturel, il est offert à tout le monde. Seulement, il faudrait respecter les conditions optimales pour une meilleure qualité de sommeil. Surtout le sommeil, en tout cas, ou bien il est avec nous, il est contre nous. C'est malheureux de voir effectivement qu'un joueur n'arrive pas à trouver son sommeil. Il va essayer de trouver des stratégies, des tisanes, mais essentiellement, il ne se remet pas en question. Donc, s'il n'y a pas de condition médicale ou il aura besoin de voir un médecin, il n'y a rien du tout. Essentiellement, donc, les questions mentales et psychologiques est quand même à explorer. D'où l'idée, en tout cas, pour le monde du sport, j'espère que l'aspect psychologique et mental doit être pris au sérieux. Ça veut dire, le mental, c'est quoi? C'est juste écouter, prêter l'oreille à l'athlète et lui fournir l'aide essentielle. Si on n'écoute pas bien, on ne comprend pas du tout bien. L'aspect psychologique, c'est un aspect quand même redoutable parce qu'il pourrait impacter le côté sportif, performance et la qualité de vie. Donc, pourquoi nous devons bien dormir? C'est un besoin. C'est aussi pour la performance, pour se sentir bien, pour avoir une meilleure qualité de vie. Et surtout, donc, le facteur important, l'humeur. L'humeur, c'est quoi? C'est la coloration de notre côté mental. L'humeur va nous donner ce goût de vivre ou le dégoût de vivre. Si on a une bonne humeur, donc ça va nous aider à s'apprêter pour la performance et d'avoir des relations sociales équilibrées. Mais si effectivement notre humeur est affectée, notre dimension mentale va totalement changer et notre perception va totalement changer. Et surtout, le grand moteur pour un sportif, c'est la motivation.
on en parle, la motivation. Je reçois des questions et surtout des demandes d'un coach connu, notamment un Marocain, au Qatar, lorsqu'il me dit, en fait, aujourd'hui, j'ai un gros problème de motivation par rapport à mes joueurs. Donc, le moteur, donc il a besoin de voir le moteur être en marche. Et lorsque on s'assoit avec l'athlète, donc c'est vrai, d'apparence, on parle de motivation, le moteur, mais lorsqu'on s'assoit avec l'athlète, on lui prête l'attention avec une autre expérience, je dirais l'écoute et déchiffrage du code, je dirais, corporel, on arrive à déceler les facteurs sous-jacents qui impactent la motivation. D'où l'intérêt. Docteur Karim, excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Donc, tu es en train de dire que, eh bien, il y a bien sûr tous les rituels, tout ce qu'il faut savoir sur le sommeil, mais avec les athlètes, il faut de l'écoute, il faut de l'accompagnement, j'ai envie de dire, psychologique et mental. C'est bien ça? Tout à fait. D'où l'intérêt pour amorcer le retour des athlètes, notamment marocains, l'évaluation psychologique. C'est comme on évalue une voiture. Avant de faire un voyage, nous avons besoin de réviser. Donc, une révision psychologique et mentale est importante pour vous donner un petit peu le programme. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'évaluation et si cette question n'est pas considérée, donc certainement, vous allez avoir on est en face d'un corps, mais le moteur, effectivement, est affecté. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une écoute et de l'expertise. Je pense que le Maroc donc, jouit de sommité au niveau de l'apport psychologique. Donc, il faudrait l'utiliser à bon escient. Alors, je profite de l'occasion pour rappeler que le comité olympique marocain a proposé à toutes les fédérations pour accompagner les sportifs à reprendre, de mettre à votre disposition des experts, bien sûr, en préparation mentale, en accompagnement mental, mais aussi en nutrition et en préparation physique et en kinésithérapie. Donc, ils sont à vos dispositions. N'hésitez pas à nous solliciter pour mieux accompagner vos sportifs. Mais, messieurs, moi, je voudrais vous poser une question, surtout le docteur Dormi, le docteur Khaladi. Nous avons avec nous des participants qui sont bien sûr des sportifs, des athlètes pratiquants, mais aussi des cadres, des entraîneurs, des DTN, des pratiquants, je dirais, amateurs. Est-ce que ces conseils sont valables pour tout le monde? Ben oui, écoutez, le sport lui-même, c'est l'entraînement et puis la fatigue. Et après, c'est les méthodes de récupération, comme on dit. Et parmi les 11 méthodes de récupération répertoriées de par le monde, le sommeil est la première méthode de récupération et la plus efficace qui lutte contre la fatigue centrale et la fatigue périphérique. Ma question, elle est très simple. Est-ce que les gens qui nous écoutent, même s'ils ne sont pas des athlètes, je dirais, qui font des athlètes professionnels ou semi-professionnels, est-ce qu'ils peuvent bénéficier de ces conseils que vous venez de donner pour une reprise en sécurité? Bien sûr, bien sûr. Moi, dans ma consultation quotidienne, je vois beaucoup de gens qui viennent pour accompagnement médical de leur activité physique, des sportifs de loisirs, des sportifs occasionnels. Exactement. Qui veulent faire des marathons, qui veulent participer à des triathlons, etc. Des sportifs qui s'entraînent chaque jour, soit pour perdre du poids, soit pour se sentir en bonne santé, soit pour se réaliser eux-mêmes. Et sport comme refuge, comme tous ces sportifs-là, ils doivent savoir que le sommeil est très important pour leur accompagnement. Et donc moi, des fois, des échecs de stratégie de perte de poids, des échecs d'entraînement sportif à cause d'un dérèglement de sommeil. Et donc, tous ces conseils-là sont les bienvenus pour eux, pour savoir réguler leur sommeil et connaître les bénéfices d'un bon sommeil. Merci, Dr Amin. Merci, Dr Karim. Alors, pour vraiment voir comment les sportifs peuvent aller plus loin dans la pratique et faire les choses sans blessure, on va aller voir si Smaïl Alaoui Bouskraoui, kinésithérapeute en charge de l'accompagnement des sportifs autonomes. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut faire une reprise sans risque? C'est Smaïl. Est-ce que Bonjour. tu m'entends, Smaïl? Oui, je vous entends. Bonjour, c'est Hassan. Alors, quelle stratégie préventive pour une reprise du sport sans blessure? On t'écoute. Tout d'abord, je te remercie, Si Hassan, pour la présentation. Je remercie tous les qui... On t'entend très bien. On t'entend très bien. Alors, en attendant que Sismaïl revienne parmi nous, moi je voudrais revenir à Sikarim.
c'est Karim, on a parlé des tisanes. Est-ce que tu as des choses à indiquer? Quelles sont, par exemple, les tisanes qu'on peut prendre le soir pour se détendre et pour aller chercher ce sommeil de qualité? Honnêtement, en fait, je suis partisan, en tout cas, je dirais, les capacités dont jouit l'humain tel qu'il est. Nous avons tout pour avoir une meilleure qualité de sommeil. Je ne suis pas partisan, en tout cas, de recommander des tisanes ou de la mélatonine, donc ça, c'est la sphère médicale. Mais pour ma part, tant qu'on est bien constitué, effectivement, on est équilibré, on a une relation au monde régulée, on n'aura pas besoin des tisanes. Maintenant, on prend des tisanes. Est-ce que ça relève effectivement des problématiques névrotiques? C'est-à-dire que nous avons en face de nous un athlète, je dirais, qui a des obsessions, c'est-à-dire pour bien dormir, il a besoin d'avoir une tisane. Ou bien pour bien dormir, il a besoin de porter un pyjama de telle couleur. Donc, il faudrait faire très, très attention. Je ne suis pas un donneur, je ne suis pas un bon faiseur. C'est-à-dire, aujourd'hui, lorsque je suis en face d'un athlète, je fais du sur-mesure. Je ne fais pas du général. Sur mesure, ça veut dire l'écouter, faire une exploration. Aussi bien, effectivement, les 5 dimensions, une dimension spirituelle, une dimension familiale, une dimension sportive, une dimension financière, une dimension, effectivement, études ou emploi. De voir les 5 dimensions, est-ce que l'athlète est équilibré ou pas équilibré? Est-ce qu'il vit des difficultés particulières? Toujours est-il, la parole de l'athlète, lorsqu'il parle, il cible certaines choses et il oublie de dévoiler ce qui est caché. L'expertise dans la psychologie, c'est dévoiler les points qui sont invisibles. Et là, d'où l'importance. C'est Karim, excuse-moi, je t'interromps 2 secondes. Comme tu parles de la psychologie de l'athlète, souvent un athlète, quand on lui dit il faut être accompagné par un psychologue, il répond je ne suis pas fou. Est-ce que vous pourriez nous éclaircir ce point rapidement, s'il vous plaît? Très rapidement, en tout cas. La folie, donc aucunement un fou va venir consulter un psychologue. Donc il faut arrêter d'avoir cette phobie. Il n'est pas question d'une connaissance. On parle essentiellement de la peur. On a peur d'être étiqueté comme fou. Donc, le psychologue ou le préparateur mental, donc il y a une différence entre les deux, ça veut dire aujourd'hui, si réellement l'athlète voudrait être un champion, il est prêt à engager, je dirais, des spécialistes pour l'aider. Donc, on a travaillé avec des athlètes de haut niveau et beaucoup d'entre eux, ils sont preneurs de cet aspect qui est quand même important. Parce qu'aujourd'hui, la différence essentiellement, c'est au niveau mental. Quand l'athlète ressent la fatigue, donc il va prendre une décision automatique ou bien une décision inconsciente, c'est totalement différent d'un athlète qui est préparé mentalement. C'est-à-dire la préparation, ce n'est pas effectivement du lendemain, on fait quelque chose préparé. Là, j'ai posé une question à un club, on m'a demandé de faire une présentation. Je leur ai posé une question parce qu'ils ont sous-estimé l'apport psychologique et je les ai vus la façon dont ils s'asseyaient. Donc, ça se voyait, en fait, ils ne donnaient pas d'importance. Je les ai challengés, je les ai rivalisés, je les ai écoutés. On a bien compris le message de Karim. Excuse-moi, je te coupe parce qu'on doit passer à Sismarine qui nous a rejoint. Mais avant de passer à Sismarine, je voudrais quand même poser une question d'un des participants, c'est Mohamed Skouri, qui dit « Est-ce qu'une séance de sport tard la nuit pendant cette période de confinement, est-ce qu'elle est bénéfique ou néfaste pour le sommeil ?» Il parle bien durant cette période de confinement. L'activité bénéfique ou néfaste pour le sommeil, et surtout pour un athlète de haut niveau. Alors, moi, personnellement, du domaine médical, je peux te dire que l'activité physique augmente la température du corps. Et en augmentant la température du corps, ça influe un peu sur la phase d'endormissement. Donc, il faut pratiquer le sport bien avant le sommeil, comme pour l'alimentation. Merci, Dr Amin. Ismaël, marhaba bik à nouveau, tu nous as rejoint. Merci, c'est Hassan. Merci pour la présentation. Très bien. La parole est à toi. Quelle stratégie préventive pour une reprise du sport sans blessure? Merci, Si Hassan. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Quelle stratégie préventive pour une reprise du sport sans blessure? Donc, tout d'abord, un petit rappel sur les adaptations du corps humain à l'exercice physique, au sport. Donc, tous les sportifs, ils vont aller se pencher sur l'exercice physique et sur l'entraînement, et ça va entraîner des adaptations biologiques qu'on va voir vers le début que c'est régressif, c'est en contre-performance, mais au contraire, le corps humain est très intelligent, il a des adaptations, il va surcompenser
tous ces adaptations biologiques de baisse de performance avec une autre augmentation. Comme ça, il va se préparer à un effort plus intense la première fois. Mais tout ceci à condition qu'on aura une bonne récupération. Quand je dis la récupération, je fais flashback sur ce qu'a dit mon collègue Karim Khaladi, le sommeil qui est gratuit, la récupération avec le kiné, etc. Deuxième des choses, il faut comprendre que la capacité des tissus, c'est une chose très importante, elle est différente d'un tissu à l'autre à l'adaptation bénéfique et d'altération contre une charge d'entraînement. Quand on va appliquer un stimulus extérieur qui est l'entraînement planifié par le coach ou le préparateur physique, etc., donc chaque organe va réagir d'une manière différente, soit dans le sens de surcompensation, de développement vers la performance, soit vers la désadaptation. Et 12 semaines de confinement, d'arrêt d'activité physique ou d'activité physique à charge réduite pour un sportif qui avait un calendrier congestionné de compétition avec des entraînements, donc il restera toujours une charge réduite. Donc, comment il va impacter les organes? Tout d'abord, je commence par le muscle, kinésithérapeute normal, je pars vers l'appareil musculo-squelettique directement. Donc, tout ce qui est musculaire, on va avoir une petite baisse sarcomérique, tous les sarcomères, toute la flexibilité musculaire un petit peu. C'est Ismaël. Oui, c'est Hassan. On a avec nous des gens qui sont certainement des spécialistes, mais on a aussi des gens qui ne sont pas spécialistes. En langage commun. Oui, c'est Hassan. Donc, en général, de façon vulgarisée générale, le muscle, on va avoir une petite baisse de force musculaire, on va avoir une petite baisse de réaction et de coordination au niveau du muscle, ce qui va impacter les articulations et les os, parce que l'organe protecteur et l'élément de stabilité active des articulations, c'est le muscle et le tendon. Et donc, quand il va lâcher, les articulations, le cartilage, des ligaments, ils vont prendre du stress mécanique plus important. Donc, ces éléments passifs qui n'ont pas qu'un rôle de stabilisation, ils ont un rôle rétroactif neural qui va renseigner le système nerveux central de l'état d'équilibre. Donc, ici, dans le système nerveux central qui est censé de développer avec l'activité physique des adaptations, de nouvelles connexions, des synapses pour développer la coordination, donc il y aura de la baisse. Donc, une baisse au niveau de la commande centrale va… Oui, c'est Hassan. S'il te plaît, est-ce que tu peux aller moins vite? J'ai du mal à te suivre, s'il te plaît. Oui. Je sais que tu es passionné, mais tu vas trop vite pour moi. Oui, OK. Donc, les désadaptations du système nerveux central qui est censé de contrôler la réaction musculaire de protection articulaire, donc il va exposer ou augmenter le risque de blessure après cette reprise sportive. C'est pour cela qu'on doit faire très attention. Pour les adaptations cardiaques, ils ont été cités par mon collègue Dr Dromi. Donc, les adaptations cardiaques, il faut faire attention avec la fréquence cardiaque maximale à la reprise à ne pas dépasser 80 à 60%. La création de nouveaux connexions et augmentation de surface d'échange gazeux au niveau du poumon, certainement, ils vont diminuer. Donc, on doit un petit peu les rétablir. Et n'oublions pas le système cardiovasculaire et veineux et artériel qui va créer des chaînes de communication et des anastomoses pour améliorer l'échange vasculaire au niveau des muscles. Donc, on doit les rétablir petit à petit. Donc, il faut établir un lien entre le stimulus extérieur et les adaptations de tous les organes du corps. Et c'est la charge qu'on va mettre dans l'entraînement. Il faut connaître les adaptations et la nature de chaque organe. Et pour cela, il faut un travail multidisciplinaire, il faut intégrer le kinésithérapeute, le médecin, le psychologue et tout le reste dans la planification de la charge d'entraînement et utiliser comme facteur de performance les adaptations positives. Donc ici, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. La blessure, il y a des facteurs intrinsèques et des facteurs intrinsèques qui vont augmenter ou baisser le risque de la blessure. Ici, malheureusement, les facteurs intrinsèques, ils sont non modifiables. Parce que ici, quand je parle des facteurs intrinsèques, je parle de l'âge, du sexe, de la génétique, etc. Tout ça, on ne peut pas le modifier. Mais il faut accorder une importance cruciale parce que c'est assez complexe et ça nous permet de personnaliser les entraînements aussi, ce qui fait qu'on est différent. Les facteurs extrinsèques qu'on va entamer ici, y compris la charge d'entraînement, c'est la charge externe. La charge externe, c'est la charge qui va être imposée par les séances de préparation physique et des matchs amicaux, etc., et des entraînements. Maintenant, on doit surveiller vraiment ces charges externes. Un paramètre très important aussi qui concerne la blessure, la charge d'entraînement, il peut être, s'il est augmenté progressivement, il ne pose pas problème, mais les changements rapides de la charge
qui vont faire défaut. Et donc, cette reprise, on doit faire une augmentation progressive de la charge. Maintenant, comment adapter la reprise à tous les sportifs alors qu'ils sont différents en matière de facteurs intrinsèques? Maintenant, on va se pencher sur ça. Donc, on a plusieurs manières à contrôler la charge d'entraînement. Il y a la charge interne et la charge externe. La charge interne, pour la contrôler d'un sportif, soit on va se baser sur, par exemple, la fréquence cardiaque, qui est un paramètre objectif, une mesure objective qu'on va mesurer avec un fréquence cardiomètre, ou, etc., dans le preuve d'effort. Et l'RPE, le Racing Perception Exertion, c'est l'intensité perçue de l'effort qui est subjective. Il y en a des gens qui vont dire que c'est subjectif, c'est moins valide, mais au contraire, c'est très valide parce qu'il va nous faire une communication entre les facteurs intrinsèques et la charge d'entraînement. Maintenant, ça nous envoie directement vers la perception du sportif parce que c'est subjectif. Si on adapte, si on met un stimulus approprié, comment peut-on mettre un stimulus approprié d'entraînement durant la reprise? C'est en réduisant l'écart entre la perception de l'entraîneur et de la tête. Parce que je vais dire que l'entraîneur X, pour lui, faire une séance d'entraînement de 45 minutes de cardio à une intensité élevée, pour lui, quand il était jeune athlète, pour lui, c'est rien du tout. Pour son sportif, c'est le maximum qu'il peut donner. Et donc, il y a un écart entre la perception de l'entraîneur ou le préparateur physique et l'athlète de l'effort. Donc, le fait d'étudier les stimulus d'entraînement par une perception du sportif avec le RPE, par exemple, qui est subjectif, il permet de réduire l'écart et d'adapter le stimulus. Et donc, automatiquement, on va adapter les réponses biologiques du corps et on va retrouver les réponses optimales qui vont nous diriger directement vers la performance. Par contre, si on se contente des mesures objectives qui ne vont pas tenir en compte les conditions ou les facteurs biopsychosociaux du sportif, et donc là, on va faire un stimulus peut-être oui, peut-être non, inapproprié, et donc on augmentera la chance qu'il y aura des réponses biologiques inadaptées, et donc on exposera notre sportif à un risque de blessure très important, et ça va nous entrecaler et passer entre nous et la performance, d'une part. Donc je passe. Pour le monitoring de la charge d'entraînement et le risque en fonction du risque de la blessure, c'est très important de planifier les entraînements de façon intelligente et réfléchie et de façon calculée en tenant compte du ressenti du sportif. Donc, ici, vous avez tout de suite les préparateurs physiques, les entraîneurs et les sportifs qui cherchent, ils vont tout de suite capter ce que je veux dire. C'est les sessions RPE. Les sessions RPE, comment on les calculer? C'est très facile. Maintenant, mon message, il est adressé à tous les sportifs marocains, tous les coachs, tous les préparateurs physiques et surtout les sportifs de dimanche aussi et les adhérents de fédérations qui sont en train de nous suivre. Alors, maintenant, je te rappelle qu'il y a aussi des sportifs et des responsables sportifs dans d'autres pays africains et aussi en Europe, en France plus particulièrement. Donc, tu t'adresses à beaucoup plus large que ça. Ouais, voilà, donc on s'adresse à tout le monde. Donc, ils sont les bienvenus d'ailleurs dans la plateforme du comité olympique. Donc, ici, pour calculer une charge d'entraînement, très simple avec les RPE, c'est d'avoir le volume de la séance. Le volume de la séance, très simple, on peut le calculer en minutes ou en heures ou en jours, mais de préférence soit en minutes, soit en heures. C'est très facile. Et puis, l'RPE, c'est l'intensité perçue de l'effort par le sportif lui-même, parce qu'il y a tout un contrôle moteur et un centre gouverneur qui va expliquer et qui va montrer au cerveau du sportif comment il va apercevoir la réponse de tous les organes qu'on a vus tout à l'heure. Ils vont être interprétés par le cerveau, ils vont être un petit peu projetés et transposés sur cette charte. J'ai mis ici le CR10, il y a plusieurs échelles, CR20, CR6 et CR10. C'est de 0 à 10, on va coter l'effort. 0, c'est un effort le plus minimal possible et 10, c'est l'effort le plus intense. Donc, c'est l'athlète qui va juger est-ce que c'était 10, 9, 8, etc. selon l'intensité. Et donc, soi-disant, le volume, ça serait la charge externe qui a été planifiée par le coach ou le préparateur physique, etc., ou le sportif lui-même. Et la charge interne, elle est calculée par le RPE parce que c'est la perception de l'effort. Et donc là, on va avoir une vision plus globale. Donc, on va avoir la charge absolue au lieu d'avoir soit la charge externe ou interne. Et là, on va mieux cerner la qualité de l'effort et les adaptations qu'on va créer dans l'organisme de notre sportif et surtout durant cette reprise. Maintenant, comment on va calculer le risque de blessure à partir de ce calcul de charge d'entraînement? C'est une partie très importante. J'adresse à tout le monde d'accorder une attention particulière à ce graphique. Donc ici, au fil du temps, on va prendre un mot
exemple. Oui. C'est Ismaël. Excuse-moi, Oui, deux petites secondes. Tu n'as pas besoin de tenir ton micro, tu le lâches. Lâche ton micro. Voilà, très bien. Tu continues à parler. On t'entend très bien. Parce que tout à l'heure, le technicien il m'a dit que ça perturbe l'audition. Très bien. Donc ici, en fonction des semaines, on va prendre 4 semaines comme progression. Et ici, on va voir la charge. La charge, on va la calculer. Soit si on veut calculer que la charge externe, donc on va voir soit en kilomètres, en kilogrammes pour les haltérophiles par exemple, en kilomètres les coureurs, etc., les cyclistes et tout, ou la session RPE qui est très générale, ce qu'on a vu ici. Et ici, au fil du temps, donc on va calculer la charge de la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine et la quatrième semaine. Donc, 4 semaines de charge. La charge moyenne de ces 4 semaines, ça s'appelle la charge chronique. La charge chronique d'entraînement, ce que le corps a encaissé comme entraînement de façon chronique. Donc, on va additionner les 4 charges et on va les diviser sur 4 et on va voir une moyenne qui est la charge chronique. Maintenant, la charge aiguë, c'est la charge qu'on va calculer dans la semaine récente, actuelle. On va reprendre le sport. Maintenant, on va décider d'aller demain reprendre le sport. Donc, c'est là où on va calculer la charge de la semaine actuelle. Maintenant, le calcul de risque de blessure, c'est ce qu'on appelle le Acute Chronic Workload Ratio. C'est le ratio chronique aigu, chronique charge d'entraînement. Donc, on va diviser la charge absolue de la semaine récente, donc cette charge absolue de la semaine récente, sur la moyenne des charges absolues des 4 semaines, la charge chronique. Donc, je divise la charge aiguë par la charge chronique. Et là, le ratio, je vais avoir un chiffre. Ce chiffre, il est très intéressant parce qu'il m'envoie directement vers le graphique publié par Tim Gabbett, australien, qui a vraiment bossé sur la charge et la prévention de risque de blessures. Il est publié dans le British Journal of Sports Medicine. Vous pouvez le trouver en 2016. Il a été adapté en 2010. Une question. Oui. Est-ce que ce que tu nous montres là, est-ce que ce sont des outils que des professionnels de la préparation physique utilisent ou des kinésithérapeutes utilisent, ou est-ce qu'un athlète qui nous regarde peut l'utiliser également? Très, très bonne question, c'est Hassan. Ça, c'est des outils. C'est des outils qu'il faut utiliser. C'est des outils qu'il faut utiliser par les sportifs professionnels, les préparateurs physiques, les kinésithérapeutes, les coachs et les sportifs amateurs aussi. Donc, par respect au quotient intellectuel de tous les sportifs, on va leur donner des outils professionnels. Pour moi, personnellement, pour moi, en tant que kinésithérapeute qui a suivi plusieurs équipes nationales durant ma carrière, je fais presque pas le distinguo entre un sportif amateur et un sportif professionnel parce que j'ai vu beaucoup de sportifs qui ont commencé amateurs, ils sont devenus professionnels. Donc, on va simplifier. On parle juste de l'outil ici, Ismaël. L'outil, est-ce qu'il y a besoin d'une connaissance en kiné, en anatomie, etc. pour l'utiliser? Ou est-ce que je suis sportif 3 fois par semaine, je peux l'utiliser? Oui, c'est un outil très simple. Il suffit de savoir faire ce calcul, mesurer le temps de la séance, au début et la fin de la séance, avant de se doucher, en minutes ou en heures, le multiplier par l'intensité que le sportif a jugé sentir de 0 à 10. Et là, tu le fais pour la première semaine, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et tu divises la quatrième par la moyenne de ça. C'est un calcul simple de mathématiques. Et puis, l'analyse et l'interprétation. Comment je peux le faire? Maintenant, l'analyse et l'interprétation, c'est ce que je viens pour proposer maintenant de façon très simplifiée ici dans ce graphe. Donc, le ratio, merci Si Hassan. Donc, le ratio, si j'ai un ratio égal de 0,8 à 1,3, ça, c'est la plage d'entraînement, c'est la fréquence d'entraînement la plus adéquate et de la façon avec laquelle on doit faire progresser notre charge d'entraînement. Si la charge aiguë sur la charge chronique est égale à 0,8 ou 1, 2, 0,3 jusqu'à 0,3, on va dire, allez, jusqu'à 1,5, c'est bon. Je m'explique. Ça veut dire si cette charge de la quatrième semaine est 1,2 ou 1,3 plus importante que la charge moyenne des 4 semaines, c'est bon. Il y a aucun, on ne peut pas dire que le risque zéro n'existe pas, mais que le risque, il est minime, il est moins que 10%. Quand on est dans… Une question, est-ce que ce que tu montres est valable pour tous les sports, pour tous les sportifs? Est-ce que ça ne dépend pas du gabarit du sportif, de son poids? Est-ce que ça ne dépend pas de l'activité sportive qu'il pratique?
C'est l'avantage de cet outil, c'est qu'il est adapté à tous les sports. On peut l'adapter à tous les sports, tous les gabarits et toutes les catégories des sportifs. Et donc, pourquoi on a choisi cette plage d'entraînement et de ratio? Parce que c'est la plus sécurisée. Vous voyez, ça, c'est le risque de la blessure qui augmente. Et là, on a le risque le plus bas, presque 5% ou 6% de risque de blessure. Alors, au contraire, si on part dans des augmentations de charges d'entraînement rapides. Et là, je parle de la reprise du sport. On ne doit pas augmenter la charge très rapidement. On doit s'adapter pendant 4 à 6 semaines en augmentant progressivement la charge. Si j'augmente la charge plus rapidement, le ratio va tomber de 1,5 au-delà de 1,5 vers 2. Et vous voyez, si je tombe, par exemple, si la charge de cette semaine fait 2 fois la charge moyenne chronique, eh bien, bienvenue, le risque, il va presque doubler. Si j'augmente plus 4, vous voyez, il dépasse 20%, alors qu'ici, j'étais à moins de 6%. Et là, on voit vraiment le fait qu'il faut augmenter la charge durant cette reprise progressivement et utiliser ce ratio pour un petit peu coordonner les entraînements. Maintenant, pour les professionnels qui sont en train de paramétrer, de monitorer leur charge d'entraînement, un ratio égal, inférieur plutôt à 0,8, c'est un ratio de désadaptation. Si vous entraînez en bas de 0,8, vous allez partir dans la chute. Et si vous vous entraînez au-delà de 1,5, la probabilité de blessure, elle est double. On va doubler la probabilité de blessure, mais si on s'entraîne avec un ratio toujours au-dessus de 1,5, selon Uling et Hall en 2016, ils ont conclu que le risque de blessure, il augmente ou il double, mais il va apparaître une semaine plus tard. Donc, faire attention avec ce genre de problèmes et des phases de l'attente. Et les blessures retardées, selon d'autres auteurs, ils peuvent aller jusqu'à 1 mois. Donc, à retenir dans ce slide, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que les entraîneurs, les sportifs qui vont reprendre et les sportifs amateurs, ils doivent calculer leur charge de façon à ce que leur entraînement, il doit être situé entre 0,8 et 1,3. C'est la marge de progression. Une autre question, est-ce que ces chiffres que tu donnes sont le fruit d'études scientifiques rigoureuses? Quelles sont les sources? Très bien. Eh ben, les sources, ils sont dans la diapositive ici, juste en bas. Vous les voyez. C'est l'étude de Tim Gabbett. Tim Gabbett, c'est un chercheur australien qui s'est penché vraiment sur l'étude de risque de blessure en fonction de l'entraînement. En plus, nous, Comité national olympique, on réfère au Comité international olympique. Ça découle d'un consensus international. Il y avait plus d'experts, kinésithérapeutes, médecins, préparateurs physiques reconnus de reconnaissance internationale, de renommée internationale plutôt, qui se sont réunis à Lausanne au siège du… Oui. Je ne doute pas. T'inquiète pas, je ne doute pas. Maintenant, est-ce que ton chercheur australien connaît un petit peu la réalité de nos sportifs marocains? Est-ce que ce que tu adapté à la réalité de nos sportifs marocains? Je pense qu'il la connaît mieux que d'autres structures ici au Maroc parce que c'est un moyen qui ne coûte rien du tout, aucun moyen. On a besoin soit d'un tableau Excel, d'un stylo pour calculer. Il n'a pas compris, je ne parle pas de moyens, je parle de l'adaptabilité. Est-ce que cet outil, on peut l'adapter à un environnement qui est différent, à des athlètes, je dirais, différents, avec une physiologie, avec une physionomie complètement différente? Oui, bien sûr, c'est Hassan. Les résultats, ils étaient généralisés sur tous les continents. On peut l'utiliser au Maroc comme par ailleurs parce que ça demande un chronomètre et à une échelle de 0 à 10. Eh bien, on peut calculer le risque. Ça se fait par tout le monde. Donc, quelques idées, je donne ici quelques idées pour faciliter la gestion de la charge pour les sportifs, pour les fédérations, les clubs, etc. Tout d'abord, il faut sensibiliser les athlètes en organisant des sessions de sensibilisation et de formation parce que justement, si Hassan, tu viens de poser la question, est-ce que tous les athlètes vont savoir le faire? Eh bien, on n'a qu'à organiser des sessions de sensibilisation dans ce sens pour leur montrer comment calculer leurs charges et comment les rendre plus autonomes. Des formulaires en ligne doivent être distribués après chaque entraînement
maintenant, le fait qu'on a tout sur WhatsApp, sur Google Drive, les formulaires Google Forms, on peut les envoyer et le sportif peut les remplir après 30 minutes après les entraînements ou quand il rentre chez soi. Et surtout, durant cette durée, après la douche, il peut les remplir parce qu'il ne doit pas les remplir au vestiaire parce qu'il y a l'effet du vestiaire. Il ne va pas dire que l'intensité est trop élevée devant ses collègues ou devant son entraîneur. Il doit aller chez soi et le faire de façon anonyme. L'application de smartphone de gestion, il y a beaucoup d'applications maintenant qu'on peut installer gratuitement sur nos smartphones et ils vont faire l'affaire, ils vont calculer cette charge d'entraînement eux-mêmes de façon automatique. Je conseille aussi aux fédérations, aux clubs, il y a des logiciels qui vont calculer la charge et le plus important de tout ça, c'est que le coach et le préparateur physique, ils deviennent très proches du sportif parce que quand le sportif va remplir le formulaire, il va répondre à la charge d'entraînement, etc., automatiquement, les résultats ils vont sortir sur leur smartphone ou l'ordinateur du coach et du préparateur physique et du staff médical. Et donc, on aura toute une communication très fluide. Un petit exemple qu'on peut faire sur Sheets, il y a des pages Sheets sur Google Chrome qu'on peut le faire. Comme ça, c'est des fichiers partagés. C'est en mettant la charge de la semaine, qui est la charge aiguë, en mettant la moyenne de la charge chronique. Et là, on va avoir, ça c'est le ratio optimal qu'on a dit, 0,8. Et là, on met les charges de chaque semaine. Et ça va nous permettre de calculer toujours la charge et de monitorer la charge et de faire une gestion de charge très intelligente. Il faut pas oublier qu'il y a d'autres paramètres cités par mon collègue Karim Khelladi, c'est la qualité du sommeil, etc. Il y a ce qu'on appelle l'indice de Hopper qui va donner, qu'on peut distribuer aux sportifs aussi en ligne, qui peuvent le remplir. Une bonne qualité de sommeil, c'est 1. Une mauvaise qualité de sommeil, c'est 7. La même chose pour les courbatures, la fatigue et la quantité du stress. Il faut prendre une habitude à le faire le même jour, la même heure chaque jour, de préférence au réveil. Et ça va nous permettre de monitorer la charge d'entraînement en fonction de tous ces paramètres qui sont le sommeil, la courbature, la fatigue et la quantité de stress. Je donne un exemple. Si les sportifs, je vois que tous mes sportifs ont rempli qu'ils avaient un mauvais sommeil, des courbatures, de la fatigue, autant qu'entraîneur ou préparateur physique ou sportif qui fait du self-management, je peux baisser ma charge d'entraînement parce que je dis je ne suis pas en bonne forme en cette période. Et si je vois que les ratios sont bons, l'entraîneur, ça donne un outil quantifiable pour aller progresser encore dans les entraînements. Donc, Sismarine, si j'ai bien compris, et c'est très intéressant ce que tu proposes à la fois aux sportifs et aux entraîneurs, il y a des outils technologiques qui peuvent aider à la planification et aussi à l'organisation de l'entraînement du sportif sans prendre de risques et sans blessure. Sans blessure, voilà. Il y a des applications, il y a des sites Internet, il y a aussi, je dirais, des Google Chrome, pour ne pas le citer. Google Forms. Google Forms qui permet aussi de faire ça. Oui, c'est ça. C'est des formulaires qui peuvent être partagés entre le coach, le préparateur physique et le staff médical et le sportif en même temps. Le sportif, il va remplir les informations. Ils vont sortir automatiquement chez tout le staff qui va l'encadrer. Donc, la même chose. Aussi, au niveau du smartphone, vous pouvez avoir un entraîneur dans un autre continent, dans un autre pays, et vous êtes au Maroc, il est en train de vous suivre. La même chose. Vous êtes entraîneur au Maroc, vous pouvez suivre un sportif ailleurs, la charge d'un sportif ailleurs. Aujourd'hui, on fait une visioconférence avec Dr Karim Khelladi, qui est lui à Doha et nous à Rabat. À Rabat, oui, c'est la technologie. Maintenant, voilà, je vous mets ce papier, il est très intéressant. Je conseille tous les kinésithérapeutes, les médecins du sport, médecins cardiologues, tout le monde qui s'intéresse à la charge d'entraînement, les sportifs aussi. Ce sont les guidelines, les recommandations qui ont sorti en 2016 par le CIO, c'est le fameux consensus dont on a parlé. Et donc, on a tiré bénéfice, on a pris quelques guidelines de ce consensus. Maintenant, comment vraiment les lignes directrices qu'il faut prendre en considération pour une reprise du sport saine en minimisant le risque de blessure? La planification des séances d'entraînement, de préférence qu'elles soient multidisciplinaires. Quand je dis multidisciplinaire, ça veut dire qu'il y aura le coach, la direction technique, la fédération, la direction technique, le coach, le préparateur physique, le kinésithérapeute, le médecin, le psychologue du sport, tout le monde qui participe vraiment à la planification. Je ne dis pas que un spécialiste va marcher sur les bancs de l'autre. Non, mais on va se compléter pour donner le meilleur de planification à court, à moyen et à long terme à notre sportif. La surveillance, une charge d'entraînement, ça se surveille. C'est pas par hasard que j'ai mis les tableaux, c'est pour la surveillance régulière
pour garantir une surveillance régulière à long terme pour commencer à voir la taille des faits de cette surveillance. Une surveillance scientifique avec le calcul de quelques ratios, etc. et des indices de fatigue et de blessure et tout. Elle doit être individualisée. Chaque sportif doit remplir son propre formulaire, il doit émettre ses propres données. Et n'ayez pas peur, les coachs et les préparateurs physiques qui encadrent des sports collectifs, c'est pas un problème. Vous pouvez calculer la moyenne ou faire des sous-groupes avec lesquels vous pouvez travailler. Et elle doit être combinée et globale. Global, quand je dis global, il prend en considération la charge externe et la charge interne qui concerne les facteurs intrinsèques du sportif. L'ajustement, quand on va surveiller, quand on va voir un dérèglement, automatiquement, on va passer à l'ajustement. Et c'est ça la qualité. Quand on parle déjà de qualité, on parle des actions de surveillance et d'ajustement. Et donc, on va ajuster, soit on va augmenter ou baisser. Le plus important, c'est de faire des ajustements appropriés des charges externes et internes. Quand je dis externe et interne, j'insiste parce qu'il faut prendre tous les deux en considération. Et les variations inter et intra-individuelles de réponse d'adaptation. Parce que je peux avoir dans le groupe des sportifs avec une nature d'adaptation très rapide et d'autres qui ont un métabolisme et un rythme d'adaptation très long. Je ne dois pas condamner ni l'un ni l'autre. Donc, je dois faire des sous-groupes et s'adapter à l'adaptation de chacun. Les changements hebdomadaires de charge, ils ne doivent pas être brutaux, ils doivent être progressifs. La charge de changement, il doit être de 0,8 à 1,3 si on veut un sport vraiment propre, sans blessure, etc. Et donc, si on travaille dans cet intervalle, on garantit qu'il y aura une optimisation des adaptations bénéfiques de performance et une minimisation du risque. Merci. Comment? Je te laisse finir. Finir. Oui, comme il a été dit tout à l'heure par mes collègues, il nous faut 4 à 6 semaines plus ou moins pour entraîner des adaptations et amener les athlètes à leur niveau pré-Covid, avant la pandémie. Donc, il faut être patient et progressif. Donc, il faut procéder à un classement des athlètes en fonction du changement de la charge parce qu'il faut classer les athlètes avec des antécédents de blessures. Ça veut dire un sportif avant la pandémie qui avait des blessures, il faut les regrouper tous ceux. Il faut les regrouper. Après, il faut regrouper les sportifs qui avaient des charges chroniques. Ça veut dire la moyenne de la charge durant les 3 mois du confinement. Il faut les regrouper selon les catégories. Et c'est déjà le but de l'étude qui a été menée par le comité olympique dans ce sens. C'est de catégoriser un petit peu les sports et les groupes. Hiérarchiser les activités à haut risque parce qu'on sait très bien qu'en de la même discipline du sport, il y a des activités à haut risque et des activités avec un risque plus bas. Et donc, je donne l'exemple ici. Pour l'athlétisme, par exemple, il ne faut pas aller directement dès la première semaine se précipiter vers des sprints de haute intensité ou des sauts répétés. C'est des activités qui vont favoriser l'apparition de blessures. Et il faut prendre en considération, voilà, on sait très bien que la majorité des staffs techniques et des sportifs, ils vont vouloir tester vraiment leurs sportifs. Ils vont savoir leur niveau pour programmer leur entraînement. Mais c'est pour ça que j'ai donné un calcul théorique et subjectif basé sur la perception du sportif parce que les tests physiques, si vous allez faire du Van Eval, du test de Cooper, etc., des tests physiques ou des VO2 max dans des laboratoires sur des tapis roulants, dès la reprise, ça va être difficile parce que ça nécessite des engagements maximaux pour les sportifs qui sont incompatibles avec la fragilité qui a été installée durant la pandémie. Voici mes références bibliographiques avec lesquelles j'ai puisé mes informations. Et toujours, j'espère, on est ici dans le service du mouvement sportif marocain avec de l'excellence, de l'amitié et du respect mutuel. Je rappelle les valeurs de l'olympisme à Ismaël. Je te remercie infiniment. Écoutez, mes amis, je vous remercie parce qu'on a dépassé de pratiquement 15 minutes le temps qui nous a été imparti, c'est-à-dire 1h30. Je voudrais dire un grand merci et si je peux retrouver mes amis sur l'écran, merci à la réalisation. Voilà. Merci, Dr Amin Dormi, merci beaucoup. Merci, Dr Karim Khalladi. Merci, Ismaël Alaoui. Vos publications ils seront publiées sur le site du Comité national olympique, donc elles peuvent être téléchargées. Nous allons aussi, comme nous l'avons promis à tous les participants, vous transmettre les questions qui ont été posées par les participants pour que vous puissiez leur répondre directement sur notre page Facebook ou sur directement la chaîne YouTube. Donc, je vous remercie. Quant aux participants, je vous dis un grand merci et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 23 mars,
pour une visioconférence, le 24 mars, pardon, pour une visioconférence qui est différente de l'aspect médical. Je vois que l'affiche arrive sur l'écran. Regard croisé sur l'impact du Covid-19, le Covid-19, sur le sport international. Et nous aurons des intervenants, Abdeltaif Id Mahamma, qui est secrétaire général du comité olympique, professeur Thierry Zins, qui est un des responsables du master de management auprès du comité international olympique. Il est aussi doyen honoraire de la faculté des sciences à Louvain, en Belgique. Docteur Mohamed Diop, qui est président de la Fédération sénégalaise de natation et bien sûr secrétaire général de la CANA et membre de la FINA. Nous aurons aussi Madame Sandra Sassine, qui est 2 fois médaillée olympique en escrime et qui est chargée du marketing au sein du comité olympique canadien. Nous aurons aussi Monsieur Yassine Yousfi, qui est responsable continental Afrique au comité international olympique et chef de section. Et enfin, nous attendons la confirmation de Monsieur Jean-Michel Brun, qui est secrétaire général du comité olympique français. Donc, c'est un regard croisé sur l'impact du Covid sur le sport international. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres belles aventures autour du mouvement sportif marocain. Merci à tous les collègues qui sont derrière la réalisation et la production de cette visioconférence ou cette émission. Et merci pour votre fidélité et votre présence. À très bientôt. Merci.